Avec Valentin Madouas qui est donc leader de cette deuxième étape, au départ de cette deuxième étape du Tour du Luxembourg. C'est une première pour Valentin Madouas, leader sur une course par étape. Vous allez l'apercevoir dans quelques instants. C'est le maillot jaune qu'on cherche, bien sûr. Le jaune lui va bien sur une course Pro Series, une course de haut niveau, donc avec le Breton qui a réussi à s'imposer hier et qu'on attend peut-être encore aujourd'hui. En tout cas, il y a des coureurs dans le peloton qui l'attendent. C'est peut-être la plus facile des étapes de ce Tour du Luxembourg. Ça ne veut pas dire que ce sera totalement facile. Bonjour, ravi d'être avec vous sur le plateau de Ça va frotter, ravi de vous suivre jusqu'à samedi, ravi de suivre également cette course où donc un Français est en tête pour l'instant. Ça donne le sourire, n'est-ce pas Christophe Riblon? Tout à fait. Bonjour Claire, bonjour à tous. Cédric? Bonjour Claire. Patrick? Oui, bonjour à tous. On aurait presque pu faire un chef d'orchestre là pour vous saluer tous ensemble. Valentin Madouas donc qui est leader. Valentin Madouas dont vous voyez encore les images hier, qui est allé chercher cette victoire en costaud et en solitaire. On les revoit ces images, Christophe, Cédric, ensemble on reparle de cette attaque également de Valentin Madouas. Avec Maxime Bouet au départ qui avait tenté sa chance. Après c'est Axel Genietz qui a contré. On est à combien là? On est à 2 km 800, 2 km 600 de l'arrivée. Et Axel Genietz qui va faire un... Kevin, ouais, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai confondu avec C'est de sa famille, Genietz, mais c'est pas le même. Kevin Genietz, pardon. Et ouais, au moment où il s'est fait reprendre, à peu près 1 kilomètre plus loin, c'est là où Valentin a décidé de contrer, là où tout le monde avait besoin de souffler. Lui, sur sa condition physique, il avait encore de la ressource. Et c'est ce moment-là où vraiment il a fait le break par rapport à tous ses concurrents. Déjà, sur l'attaque de Kevin Genietz, on en avait déjà mis de partout. Valentin, ça lui a permis après de pouvoir s'extraire de ce groupe et de finir avec un peu d'avance sur tous ses poursuivants. Il a 8 secondes d'avance par rapport au gros du peloton. Ça, c'est extrêmement intéressant dans l'optique de faire le classement général sur ce Tour du Luxembourg. Deuxième victoire successive pour Valentin Madouas qui restait sur un succès sur le Tour du Doubs. Et on l'a dit, Cédric, c'était une victoire attendue pour Valentin hier, mais quand même, il fallait la placer, la bonne attaque. Ouais, il fallait la placer. Attendue sur le papier, c'était peut-être l'un des favoris de l'étape du jour hier. Mais après, il fallait pouvoir le faire. Il a eu la chance que Kevin Genietz a bien fatigué et émoussé les adversaires. Et puis, il a réussi à contrer tout le monde et à finir en boulet de canon. Allez, on va rejoindre notre envoyé spécial, Théo Barbet-Duquil, qui est au contact de Valentin depuis 3 jours. Maintenant, vous l'avez rencontré la veille de la course, vous l'avez rencontré hier, vous l'avez encore rencontré ce matin. Et je crois qu'il fait peur au peloton, Valentin Madouas. Ouais, on porte chance à Valentin Madouas, impression de supériorité. On en parlait avec Clément Berthet notamment ce matin au départ. Lui nous racontait qu'il avait réduit l'écart avec Kevin Genietz sur l'attaque et qu'ensuite Valentin Madouas était arrivé de l'arrière. Il était vraiment impressionnant, impression confirmée par Mathias Kielmose, le favori de Cédric Pinault quand il ne pique pas ses favoris à ses collègues. Et puis pour la petite anecdote, cette supériorité elle est collective également avec une petite scène que l'on a pu capter ce matin. Hugo Hofstetter et Yannick Steimle de la Quick-Step Alpha Vinyl en grande conversation au départ. Il y avait Clément Davy, un équipier de la Groupama FDJ juste à côté et les deux lui ont dit vas-y doucement aujourd'hui parce qu'on a envie que ça arrive au sprint. Ce qu'on va faire Théo, merci beaucoup d'être toujours aussi avec Dorine Jarnias et de porter chance donc aux Français. Faites attention parce que là vous avez lancé un truc, il ne faudra pas se le louper jusqu'à samedi Théo. Maintenant vous avez la pression. On va écouter Hugo Hofstetter du coup que vous avez rencontré également ce matin qui a le même avis, exactement le même avis que tout cela. Écoutez-le sur aujourd'hui notamment et cette étape à venir. Je pense à mon avis Valentin va certainement essayer de tenter quelque chose parce qu'il a tout intérêt pour le général et gagner le maximum de temps. Et après voilà, à voir si c'est assez long pour qu'il fasse la différence ou pas. Aujourd'hui je pense que c'est quand même différent, c'est 1 kilomètre, c'est plus court et il y aura peut-être un peu de vent de face aussi. Donc peut-être qu'il y a plus de chances que ça revienne et ça arrive groupé. Les rivaux aujourd'hui, la Quick-Step? Ouais, Florian forcément, Ballerini et Trentin, je pense que c'est les plus gros favoris. On attend quand même des attaques, notamment dans ce final. Voilà ce qu'a dit Hugo Hofstetter. Alors, on voulait parler de Valentin Madouas. On voulait avoir plus d'infos également du côté de Valentin Madouas. C'est pour ça qu'on a joint David Han, l'entraîneur du Breton. Merci, David, d'être avec nous. Vous allez apparaître sur le plateau, voilà, avec nous. Déjà, c'est quand même sympa de le voir gagner 2 fois d'affilée comme ça, Valentin, non ? Ah oui, c'est toujours agréable de voir gagner un coureur de l'équipe en général. Mais oui, là, c'est vrai qu'il n'avait pas gagné encore depuis le début de l'année. Il a fait une très belle campagne de classique en début de saison, un très bon Tour de France.
Et l'objectif de cette fin de saison, c'était évidemment de gagner, ouais. Cédric nous disait hier sur le plateau, Cédric Pinault, que vous connaissez bien en plus, il me semble, disait qu'on a l'impression qu'il est encore plus fort en fin de saison, malgré ces 2 gros blocs, déjà le Tour de France et toute cette première partie de classique. C'est votre sentiment aussi ? Ouais, je pense qu'actuellement, il est sur la meilleure forme qu'il ait jamais eue. Après, il n'y a pas une grosse différence non plus par rapport à déjà la campagne des classiques où il fait 3e du Tour des Flandres et puis au Tour de France. Mais sur les efforts type comme hier, je pense que ouais, il atteint le maximum de sa carrière. Maximum de sa carrière, Cédric. À vous de le relancer. Oui, non, le maximum de sa carrière. Non, après, c'est vrai que David, il entraîne Valentin depuis de nombreuses années. Et j'ai une question, David. Tu penses que c'est sur ce genre de parcours qu'il est amené à confirmer, ou il peut plus s'exprimer en haute montagne comme il peut progresser encore plus en haute montagne comme il l'a fait sur le Tour? Non, je pense qu'on arrive à décaler légèrement les filières entre le début de saison et pour le Tour de France. Là, on a redécalé un petit peu pour être un peu plus sur le même profil que le début de saison. C'est pour moi là où il s'exprimera le mieux. Après, évidemment, sur un grand tour, même s'il fait un très beau Tour de France et une 10e place au général, il y a encore une très grosse marge pour pouvoir jouer un podium sur le Tour. Donc, je pense qu'il ne faut pas se tromper d'objectif pour l'instant et pas changer Valentin. Je pense que là où il a le mieux à s'exprimer pour l'instant, c'est sur les courses comme on a vu hier, comme le Tour des Flandres, comme les classiques flandriennes ou ardennaises. Je pense que c'est pour l'instant l'endroit où il doit se concentrer. Ouais. C'est un petit peu particulier finalement votre réponse, parce que pour d'autres coureurs capable de faire top 10 du Tour de France, on le rappelle, lui tout en faisant l'équipier pour David Gaudu, donc son objectif principal n'était pas de ramener un top 10, c'était plutôt la cerise sur le gâteau, si je puis me permettre. Pour d'autres coureurs, dans d'autres formations, on n'hésiterait pas à en faire un vrai leader. Ouais, on n'hésiterait pas à en faire un vrai leader. Après, il y a quand même une marge entre un top 10, un top 5, un podium et une victoire. On peut regarder aussi le temps. Je crois que Valentin est à près d'une heure peut-être au général. Donc voilà, faut pas non plus se tromper d'objectif. Le but pour l'instant, c'est de gagner des courses. Peut-être qu'un jour on ira transformer Valentin pour aller gagner des courses d'une semaine déjà, je pense, comme peut le faire un Wout van Aert. Voilà, on peut pas faire la comparaison avec Wout van Aert qui est l'homme de l'année pour l'instant, mais voilà, Valentin se rapproche plus d'un Wout van Aert à pouvoir jouer sur les classiques, sur les courses d'une semaine, même s'il a encore un petit peu à progresser dans le domaine du contre-la-montre, mais du coup, faut pas se tromper et pas le transformer pour 3 semaines de course. David, très vite, on est quand même sur une course là, de 5 jours, justement, le Tour du Luxembourg. Il y a quelque chose, non, derrière la tête pour le classement général, malgré le chrono? Ouais, tout à fait. En fait, le but, c'était, on s'est vraiment concentré sur le général. Il vient avec l'idée du général en tête. Donc voilà, gagner des étapes et prendre du temps comme il l'a fait hier, ça faisait partie entre guillemets du plan pour essayer d'aller gagner le général. Ouais. On va continuer à le suivre. Alors merci beaucoup d'avoir été avec nous, David. On aura l'occasion de se reparler tout au long de la saison. Merci de nous avoir accordé du temps pour parler de Valentin Madouas. Patrick, une stat. Oui, rapidement, pour situer un petit peu le déclic qui se produit chez Valentin Madouas. 9 jours entre sa victoire sur le Tour du Doubs et sa victoire hier sur la première étape du Tour du Luxembourg. Il avait fallu pratiquement 3 ans pour qu'il regagne après son premier succès chez les pros sur Paris-Bourges en 2018. Il avait dû attendre 2021, la fin de saison, pour gagner la fin de saison, le mois d'août, pour gagner la Poly-Normande. Il a enclenché la 5e, quoi, en clair, Valentin Madouas. Voilà, 3 victoires en 10 jours, pourquoi pas aujourd'hui, on verra. Ou allez, à la fin de la semaine, ça sera déjà formidable. On va prolonger notre radio peloton tout au long de cette semaine. On vous l'avait promis, vous savez que le mondial est en point de mire maintenant, dans un petit peu moins de 2 semaines désormais du côté de l'Australie. On va refaire le petit jeu d'hier qui m'avait beaucoup plu à moi, avec ces petites photos où vous allez nous dire un petit peu s'ils sont favoris ou pas. On en a sélectionné d'autres évidemment, mais d'abord il y avait une information. Je voulais le mettre dans ces photos. Il s'appelle Juan Ayuso, il a fait une très jolie Vuelta. Donc il est hors jeu.
Il est même pas là. Regardez ce qu'il a dit, Juan Ayuso, justement, via son compte Twitter aujourd'hui. Participer à la Vuelta a été une expérience incroyable pour moi. Malgré le résultat positif sur ce tour, j'ai pris la décision de ne pas aller aux mondiaux car je considère que je ne pourrais pas représenter l'Espagne de manière optimale. On imagine qu'il y a de la fatigue, bien sûr, après la Vuelta de l'Espagnol. Après 3 semaines incroyables, j'ai besoin de me reposer physiquement et mentalement. On dirait que c'est une sage décision du côté de Juan Ayuso s'il ne se sentait pas à être à 100%. Allez, on y va, messieurs. Je vous rappelle 3 mots. Favori, outsider, hors-jeu. Hors-jeu, c'est fait 4 mots, mais c'est pas grave. On y va. Valentin Madouas en premier. Christophe. Outsider. Oui, outsider. Moi, je dirais favori. Evenepoel. Favori. Outsider. Bah, favori. Cédric, il fait exprès, là. Oui, c'est de la provoque. Joao Almeida. Favori. Hors course. Outsider. Ah, mais vous voyez, vous n'êtes pas d'accord, finalement. Un autre Français? Allez, Christophe Laporte. Favori. 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 On part de l'autre côté avec Nelson Poles. Outsider. Hors C'est moi qui course. parle en premier, d'ailleurs. là. Hors course. Hors jeu, oui. Et Michael Matthews, qu'on ne peut absolument pas oublier, en même temps le dernier. Outsider. Favori, il est chez lui. Non, outsider. Outsider. Allez, on enchaîne avec un autre jeu. Je vous rappelle qu'on fera la synthèse samedi, hein, messieurs. Ne racontez quand même pas n'importe quoi. Autre jeu pour finir quand même sur ce moment tour qu'on de la fait pas dans 2 Luxembourg. semaines. Ouais, c'est ça, ouais. Deuxième étape, justement. Qui va donc remporter cette étape aujourd'hui? C'est le moment des pronos. C'est à vous. C'est qui en premier? Christophe, à vous. Allez. Axel Laurence. Trentin. Florian Sénéchal. Théo? Petit Théo. Ballerini, on a entendu. Merci pour vos pronos, messieurs. Allez, l'étape 2 en direct, c'est dans quelques instants maintenant, à la fin de Ça va frotter, bien sûr. Et vous avez bien fait de choisir la chaîne L'Équipe, surtout si vous aimez le cyclisme, parce que toute cet après-midi, vous allez vivre de magnifiques courses. Il y a bien sûr le Tour du Luxembourg, la 2e étape, où Valentin Madouas est leader et porte le maillot jaune. On va rejoindre dans quelques instants cette étape. Et puis juste après, on prendra la direction de l'Italie, où nous attend le Grand Prix de Toscane également. Et là aussi, la start list est magnifique. Il y a Chavez, il y a Woods, il y a Lafay, il y a Martin, il y a Bernal, Villermo, Burgodo, et je pourrais encore en citer d'autres. Bref, restez avec nous parce que ces 2 courses promettent beaucoup de suspense et peut-être encore un grand vainqueur également en Toscane. On va retourner du côté du Tour du Luxembourg pour cette 2e étape. Et vous étiez sûrement avec nous hier au niveau de Ça va frotter. On a fait un petit peu les pronos. Il y avait une bataille autour d'Axel Laurence. Et bien Axel Laurence, qui avait terminé 2e du Grand Prix de Plouay, une course World Tour il y a peu de temps, a été interviewé par Théo Barbet-Duquil hier soir en entretien. Et juste avant de donner la parole à nos consultants et spécialistes pour ce direct, je voulais quand même qu'on insiste sur quelque chose parce que vous allez voir que vous pouvez le cocher aujourd'hui également, Axel Laurence. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça va être moins dur. Donc ça reste usant. Donc voilà, je pense qu'il y aura un peu de fatigue aussi dans le sprint. Mais ouais, c'est une étape qui peut bien me correspondre. Je pense que je suis le plus rapide de l'équipe. Donc ouais, je vais essayer d'aller chercher la victoire d'étape aujourd'hui. Et voilà, si vous voulez des petits bonbons, hein, Patrick, Cédric et Christophe, vous me dites. Si vous voulez des petites infos également du côté du peloton, vous allez chercher Théo pendant l'étape, mais vous le savez bien. À tout à l'heure. Merci Claire. Ah bah on comprend mieux maintenant pourquoi effectivement Christophe Riblon a choisi C'est du travail, Axel Patrick, Laurence c'est comme du favori. travail. Lui, non mais il a des infos qu'on n'a pas. Mais Bah non, oui. mais non, Patrick, c'est du travail, ça. C'est. Ah, oui, bah oui, Voilà. bien sûr. D'ailleurs, Claire, elle m'a pas écouté, hein, parce qu'elle a dit si vous voulez cocher un nom pour aujourd'hui, vous pouvez. Non, mais je l'ai cité en favori pot du jour. Il suffisait de m'écouter. Hein. Le favori du jour pour Christophe Riblon et seulement pour Christophe Riblon. Grosse pression quand même sur les épaules d'Axel Laurence. Voilà, et on le rappelle, Cédric, vous avez choisi Matteo Trentin. Bon choix, je trouve.
Bon choix. Vous l'aimez bien, Matteo Trentin. Oui, mais je lui ai laissé là aujourd'hui. Moi, j'ai pris celui qu'il avait choisi hier. Moi, je l'ai pris aujourd'hui. On a changé nos. Il a gagné le sprint hier. Champion de France aujourd'hui qui va lever les bras. Vous allez voir. Vous le prenez bien 12-13 fois dans l'année, Matteo Trentin, Patrick. Non. On va compter. On va compter. Ben non, là, je lui ai laissé quand même. Allez, il y en a 6 en tout cas. Il y en a 6. Il y en avait 6 hier. Il y en a 8 aujourd'hui qui sont échappés. 8 coureurs échappés. Et c'est intéressant parce que vous le voyez, il y a des maillots que l'on connaît bien, que l'on va retrouver avec notamment Bastien Tronchon qui porte les couleurs d'AG2R Citroën. Ça, c'est le peloton. Tiens, ça ressemble quand même un peu à ce qu'on a vu hier. Le peloton avec l'équipe Groupama FDJ. Rappelons que cette équipe a dans ses rangs le leader de la course, Valentin Madouas, qui s'est imposé hier à l'issue de la première étape à Luxembourg. Eh ben écoutez, voilà, on a une équipe qui assume le poids de la poursuite derrière les échappés, et des échappés qui ne seront pas forcément résignés vite puisqu'ils sont 8 devant. 8, ça commence à compter. Alors je vais donner les noms avant de vous passer la parole, messieurs. On a aux avant-postes 2 coureurs français. J'ai cité Bastien Tronchon. Il faut également parler de Cyril Barth pour l'équipe B&B Hotel KTM. Nous avons le luxembourgeois Tom Wirten de l'équipe Bingle qui est aux avant-postes, l'espagnol Joël Nicolaou de l'équipe Cara Rural, son compatriote Asier Echeberria de l'équipe Euskaltel Euskadi, le danois Martin Hulgaard de l'équipe UNEX, James Fouché, le coureur néo-zélandais de la formation Bolton, et enfin Justin Wolf, l'allemand Justin Wolf, qui était déjà échappé hier et qui récidive. Aujourd'hui, il appartient à l'équipe Léopard Pro Cycling. Voilà en ce qui concerne ces coureurs. Est-ce que cette échappée, est-ce qu'elle vous plaît? Est-ce qu'elle a des chances? On a un écart qui n'est pas très important, vous en conviendrez. 2 minutes 30 alors qu'on est dans la deuxième moitié de cette étape. D'abord, pourquoi un écart aussi mince? Qui va répondre? Déjà, ils sont 8 échappés à l'avant. Donc 8, ça commence à faire quand même pas mal de monde. Hein. Même si dans les 8, le coureur le plus dangereux au classement général, c'est Bastien Tronchon. Tous les autres, hier, ont pris un temps. Au classement général, sont à plus de 3, voire 7 minutes pour certains. Celui qui a terminé dans le groupe principal hier, derrière Valentin Madouas notamment, c'est Bastien Tronchon de l'équipe AG2R Citroën. Donc voilà, le coureur le plus dangereux. Donc voilà, et 18 secondes, hein. 18 secondes au classement général de retard pour Bastien Tronchon. Donc il est bien sûr virtuel leader de la course. Et donc du coup voilà pourquoi cette échappée ne prend pourquoi cette échappée ne prend pas non plus 5 minutes d'avance. Ils ont eu, je crois, jusqu'à 3 minutes, un peu plus de 3 minutes. Et le peloton, sous l'impulsion de l'équipe bien sûr Groupama FDJ, de l'équipe UAE Team Emirates, on contrôle pour que ça arrive au sprint pour bien sûr je pense Matteo Trentin, et bien sûr on contrôle pour Valentin Madouas. Comme il a le maillot jaune, on défend le maillot jaune et on pourrait peut-être passer à l'offensive dans le final, on verra ça plus tard. Christophe, cette échappée, elle a une chance de résister quand on voit l'organisation derrière du peloton, avec non pas une seule équipe, mais il me semble au moins 2 qui roulent, puisque l'équipe UAE vient prêter main forte à la formation Groupama FDJ. Oui, moi j'y crois. Moi j'y crois parce qu'on est 8 devant. On le sait, c'est quand même beaucoup plus facile à 8 qu'à 5 ou à 4. Il y a des bons coureurs devant. Un Bastien Tronchon qu'on a vu... c'est où qu'il a terminé deuxième là? C'était au Portugal, non, ou en Espagne? Burgos. À Burgos, pardon. Il a gagné Burgos, non? Non, il fait deuxième. Ah, il fait deuxième de l'étape. Et Cyril Barth aussi qui est aussi devant. Il y a Tom Wirtgen, voilà, Nicolaou. Tout ça, c'est des coureurs assez expérimentés. Voilà, on est 8 pour l'instant, on se relaye bien. Honnêtement, derrière, il n'y a que 2 équipes qui roulent pour l'instant. Franchement, il y a une vraie possibilité pour que, en tout cas, le match est lancé. Hein, on le voit bien. Le peloton est quand même très étiré, donc on roule très vite derrière. On roule aussi très vite devant, puisqu'on perd pas beaucoup de temps. Donc voilà, le match est lancé. Moi, franchement, 8 coureurs, en tout cas sur une étape dite pour sprinter au départ, j'aurais pas laissé partir 8 coureurs. C'est quoi l'équipe déjà que vous connaissez bien, vous, dans le peloton? C'est l'équipe AG2R Citroën quand même. Hein. Mais Bastien Tronchon, il a gagné à Burgos. Non, mais voilà, il a gagné, il a battu Sivakov. Voilà. Je savais que c'était avec Sivakov, mais non, j'ai regardé. Mais attendez, Bastien Tronchon, déjà, il est tout nouveau dans l'équipe. Moi, je le connais qu'à la télé. Hein. Je n'ai jamais vu en vrai. Donc, je m'en excuse, vraiment. Mais je savais qu'il avait fait un gros résultat à Burgos. Mais voilà, c'était pas deuxième, c'était premier. Premier devant Sivakov, ils étaient arrivés tous les deux. Et
Eh bien, oui. Il était membre de l'échappée initiale, Bastien Tronchon. Je me rappelle, il s'était fait rattraper dans l'étape par Sivakov dans le final, qui avait réussi à s'extirper lui du groupe des favoris. Et puis ils étaient arrivés tous les deux au sprint. Je résume, Bastien Tronchon qui fera les championnats du monde, figurez-vous. Avec les espoirs. Oui, voilà, il y avait le piège. Voilà, évidemment. je sais. En fait, j'ai confondu avec Valentin Rotaillot qui a fait deuxième le lendemain. C'est ça. D'accord. Toujours de Vous l'équipe. n'aviez pas regardé la bonne étape. J'ai regardé les deux, mais on a fait des courses quand même depuis. Il y a quand même pas mal d'événements cyclistes, notamment sur la chaîne. Et on a commenté beaucoup de courses. Enfin voilà, des fois ça arrive de. Mais en tout cas, voilà, c'est un coureur qui, dès son entrée chez les professionnels, a tout de suite marqué de son empreinte et a tout de suite fait valoir ses qualités. D'ailleurs, à l'époque, Vincent Lavenu avait dit, je crois, sur le plateau de Ça va frotter, qu'il n'était pas encore officiellement engagé pour l'année d'après, Bastien Tronchon. Patrick, je ne sais pas si je me trompe ou pas, mais je crois que le discours de Valentin, le discours de Vincent Lavenu était encore, enfin, c'était pas officiel. La signature c'était un passage en qualité de stagiaire. Stagiaire, exactement. Comme les équipes en prennent. 3 tous les ans, et puis effectivement, il a signé 3 ans. Vite fait ses preuves. 3 ans. Ouais, fallait pas le laisser partir. Bastien Tronchon, donc un coureur à suivre sur cette deuxième étape du Tour du Luxembourg, puisqu'il est aujourd'hui échappé. Allez, on est à l'arrière de ce peloton. Alors le temps, la météo elle est plutôt clémente. Ciel menaçant, pas de vent. Pas beaucoup de vent, mais pour l'instant des conditions très bonnes pour les coureurs. Alors bon, vous voyez, ciel un peu menaçant, mais orageux, on va normalement ça devrait tenir, on va espérer. On va espérer pour les coureurs, même si certains espéraient la pluie, notamment Ballerini, Davide Ballerini, d'après les ITV de ce matin, lui il espérait qu'il pleuve pour le final, parce que c'est un coureur qui aime bien les conditions un peu plus compliquées, on va dire. Donc voilà, chaque coureur aime bien différentes conditions météo. Ballerini aime bien la pluie. Théo Barbet-Duquil, il a choisi d'ailleurs Davide Ballerini comme favori. C'est vrai que chez Quick-Step, on peut dire tiens, aujourd'hui on sprint pour Ballerini ou aujourd'hui on sprint pour Florian Sénéchal. Ils ont la chance d'avoir deux très bons sprinters qui peuvent s'imposer l'un et l'autre. Ils peuvent même faire un doublé. C'est deux coureurs qui, voilà, on connaît leur qualité, donc face à l'adversité qui est présente sur le Tour de Luxembourg, on n'est pas sur non plus un plateau de sprinter international au Luxembourg. Donc je pense que Sénéchal, Ballerini, Trentin, voilà, ce sont les 3 gros sprinters de ce plateau. On peut rajouter du côté français bien sûr Hugo Hofstetter. Eh bien, je vous propose, puisque Théo Barbet-Duquil l'a choisi comme favori, mais s'il l'a choisi comme favori, c'est parce qu'il est allé lui poser 2-3 questions ce matin. Oui, bien sûr, il est allé le voir. On écoute justement les propos de Davide Ballerini au micro de notre envoyé spécial. Ouais, c'était un peu trop dur pour moi hier. J'ai souffert dans les bosses et quand j'ai compris que je n'avais pas les jambes, j'ai tout donné pour Flo Sénéchal. On verra aujourd'hui, ce sera forcément différent. Apparemment, il va pleuvoir et moi j'adore la pluie, mais on discutera avec Flo avant le final pour déterminer qui a les meilleures jambes pour disputer le sprint. D'écouter les interviews avant qu'on les diffuse. J'ai senti qu'il allait dire ça. Hein. Bah oui, attendez. Il aime bien la pluie. Non, mais alors vous deux, hein, franchement, vous rien du tout. Vous n'aviez pas entendu. Comment vous voulez que j'écoute les interviews d'avant quand même? Bon, allez, c'était les images sur les images de Dorine Jarnias qu'on n'a pas cité et qui est également sur place avec Théo Barbet-Duquil. Bon, ça roule sur ce tempo qui reste soutenu. En fait, on roule, on s'oblige à calquer son allure sur celle des échappés actuellement, en ce qui concerne les hommes du peloton. Voici les échappés. Une échappée qui est partie dès le départ aujourd'hui de cette étape. Et très vite, on avait une première côte qu'il fallait franchir après seulement quelques kilomètres. Côte répertoriée en première catégorie. Je vous rappelle qu'il y a des côtes de première catégorie et des côtes hors catégorie. 2 catégories donc seulement. C'est Joël Nicolaou qui est passé en tête de la première difficulté devant James Fouché et Morten Hulgaard que vous voyez ici en tête. Alors Nicolaou, est-ce qu'on va le voir sur cette image? Il va venir prendre son relais. C'est pas lui. C'est pas lui non plus. Il a le maillot de l'équipe Cara Rural. Et donc il a
décidé de partir à l'assaut des points de meilleur grimpeur durant cette étape, puisqu'on l'a vu ensuite dans la montée de Steinsel, c'est-à-dire la deuxième difficulté qui est celle qui rapportait le plus de points, passé en tête à nouveau. Là, donc, il a empoché 5 points. Azir Etchebarria, que vous apercevez ici, est passé en 3e position. Et le voici justement, Joël Nicolaou, qui a donc marqué depuis le départ 8 points. Lui que l'on a vu récemment sur le Tour de Grande-Bretagne et auparavant sur le Tour du Limousin, durant lequel d'ailleurs il avait été contraint à l'abandon. À noter aussi, puisque vous avez parlé des Grands Prix de la montagne qui ont déjà été effectués, il y a eu 2 sprints intermédiaires qui ont été passés, qui donnaient des bonifications. C'est l'échappée qui s'est disputé ces 2 sprints. Et c'est Bastien Tronchon à chaque fois qui est passé en tête. Donc il a récupéré 6 secondes, donc il revient à 12 secondes au classement général. 12 secondes, ça le place tout simplement 3e du classement général. 3e, il revient à 3e au classement général. C'est pas mal. Bon, en tout cas, c'est toujours bon à prendre. C'est lui le mieux classé dans l'échappée. Il va chercher les bonifs. Alors, ce Tour du Luxembourg ne se jouera peut-être pas à la bonification. On sait qu'il y a un contre-la-montre de 26 km. Mais en tout cas, c'est toujours intéressant. Et puis, faut pas s'en priver. Il est devant. Il faut optimiser cette échappée. Mais alors, est-ce que ça veut dire que lui, contrairement à ses compagnons d'échappée, est parti en tête avec une arrière-pensée concernant le classement général? Bon, je pense pas. Non, est-ce qu'on lui a demandé de faire ça? Non, après quand tu es échappé, étant donné que c'est lui le coureur le mieux placé de l'échappée, c'est nous interrompt, on va y revenir bien sûr. On voit Valentin Madouas avec ses équipiers. Ça va, il n'a pas l'air d'avoir trop de pression pour l'instant sur les épaules. On est encore à plus de 50 km de l'arrivée, c'est-à-dire qu'on va arriver en ce qui concerne les hommes de tête bientôt au pied de la 3e difficulté répertoriée, le col de l'Europe. Je vous repasse la parole sur Bastien Tronchon. Pour vous, c'était pas prémédité, enfin l'attaque était peut-être préméditée, mais pas en tout cas pour aller faire une opération au classement général. Je connais pas la tactique de G2R Citroën, mais j'imagine que on se devait certainement de mettre un coureur dans l'échappée. Si quand on commence à avoir 8 coureurs qui composent une échappée, c'est toujours intéressant de mettre quelqu'un à l'avant, surtout quand on n'a pas un sprinter qui est sûr qui fait partie des grands favoris, même si dans cette équipe à G2R Citroën on a Dorian Godon, et pour rivaliser avec Trentin et Sénéchal et Ballerini, c'est peut-être un peu juste. Donc voilà, si on veut exister entre guillemets dans la course, c'est bien d'être offensif, et je pense que c'est ce qu'on a demandé à des coureurs de la formation AG2R Citroën, dont Bastien Tronchon devait être cité parmi ces coureurs pour passer à l'offensive, ou en tout cas essayer de suivre les coups si on a 6, 7, 8 coureurs qui sortent. Et comme je disais, c'est intéressant d'avoir quelqu'un devant. On a des équipes qui sont composées de 6 coureurs, donc on sait que c'est aussi compliqué de des fois gérer une échappée quand on a seulement 6 coureurs qui roulent. Vous enlevez le leader, vous enlevez le sprinter, on se retrouve vite à 3 ou 4 coureurs à devoir contrôler. Donc c'est intéressant. Le parcours est certes moins difficile qu'hier, mais on a des bonnes bosses. Apparemment, Bastien Tronchon a l'air d'être en bonne condition parce que c'est lui aussi qui fait les sprints intermédiaires. Voilà, comme je le disais, c'était aussi lui le mieux placé de cette échappée. Donc c'est intéressant, ça le remet dans le match, ça remet son équipe aussi dans le jeu. Si par malheur, on va dire, cette échappée se fait rattraper avant l'arrivée, mais que ça arrive au sprint, Bastien Tronchon sera quand même dans les 5-6 premiers au classement général, j'imagine, voire peut-être mieux. Donc ça replace aussi la voiture en vue des étapes qui vont suivre. Donc voilà, tout ça permet aussi de rentrer dans la course progressivement, quoi. Alors là, on vous donne le profil du col de l'Europe, qui est pas long, 1500 mètres, maximum 15,6. En fait, il y a 500 mètres à environ 12%. Donc c'est pas simple. Enfin, c'est pas simple. C'est pas anodin. Maintenant, on est loin de l'arrivée. On est à plus de 50 km. Donc on peut imaginer qu'une fois de plus on va se bagarrer peut-être pour les points. Nicolaou a pris les points sur les côtes précédentes. Il est en tête actuellement dans ce groupe. Il va évidemment essayer d'aller en chercher davantage. On peut le voir, c'est là la partie difficile. On est sorti de la ville ici. C'est bien raide quand même là. C'est pas long, mais je pense que ça va bien les arrêter. Ouais, pour l'instant, ça les a bien arrêtés là. Même si, on sent qu'il y a une bonne entente dans cette échappée. Personne ne veut
accélérer, où personne ne roule trop vite en fait. On garde une bonne homogénéité, c'est important, il reste plus de 50 km. Il y a de mon point de vue une belle opportunité de pouvoir faire quelque chose de bien avec cette échappée, donc c'est important de rester groupé, solidaire. Et juste une précision, le meilleur grimpeur, celui qui a le maillot sur les épaules, eh bien il est au sein du peloton, c'est le Belge Gilles Gelders. Rappelez-vous, hier, il avait fait forte impression ce jeune coureur de 19 ans de l'équipe Bingol. Alors, il n'est pas dans l'échappée aujourd'hui, il va perdre son maillot, hein, parce que, justement, enfin, il va perdre. Nicolaou a déjà autant de points que lui sur les 2 premières ascensions de la journée. Donc là, enfin, en toute logique, il va marquer des points et prendre la tête. Comment c'est possible qu'en 2 ascensions, il a autant de points que lui? Il était échappé hier, Nicolaou? Non. Nicolaou n'était pas échappé hier, il a marqué ses premiers points, il a marqué 3 points sur la première ascension, 5 points sur la deuxième, c'est ça? Ah c'est 5, c'est pas 5, c'est 5 points, 3 et 5? Si, en catégorie. Il a mis que 8 points hier, notre ami. Ah, d'accord. Oui, parce qu'il n'est pas passé en tête de la dernière difficulté. C'est ça. Il n'a pas marqué de points sur la dernière côte hier. D'accord, on comprend mieux. Mais oui. Et Rada ici à l'image pour la formation Cofidis. La clé de réussite, hein, je pense, la clé pour s'être échappé, si elle veut aller loin, c'est d'être super homogène, hein, comme Christophe, tu le disais. Si on ne s'attaque pas dans ces montées, si on reste bien groupé. Si par contre, en haut, on est capable de bien remettre un coup, accélérer en haut de l'échappée, là, ça va permettre d'être efficace. J'ai cru que c'était Marc Madiot qui... Il va être content. Ah, c'est ces gars qui sont devant là. Non mais là on voit bien la pente, hein, quand même, sur cette vue qui justement nous montre, en se retournant, la côte avalée actuellement par le peloton qui est à 2 minutes désormais de l'homme de tête. De l'échappée, pardon. Alors qu'à l'arrière du peloton, on aperçoit Tobias. Nicolaou est parti. C'est pour les points. C'est pour les points, personne ne lui conteste, donc il va vite se relever, je pense. Une fois qu'il a fait le trou, il va voir que ça n'a rien insisté. Voilà. Éviter de gaspiller de l'énergie à rien. Donc il va passer virtuellement leader, c'est ça, Patrick? Oui. C'était clairement son objectif aujourd'hui, aller chercher ce maillot de meilleur grimpeur. Tu peux lever un peu le pied, garde-en. Nicolaou, hein, que l'on a vu déjà échapper, rappelez-vous, sur les routes du Tour de Grande-Bretagne. Une épreuve qui avait été interrompue en raison du décès de la reine Elisabeth II au soir de la 5e étape. Et c'est un autre Espagnol qui a été déclaré vainqueur, celui qui portait le maillot de leader au terme de la 5e étape. Mais il n'appartient pas à l'équipe Carreral. On parle bien sûr de Gonzalo Serrano de la formation Movistar. Alors on voit le démarrage de Nicolaou. Bon, personne n'a essayé. Non, confirmation. Il a rapidement fait comprendre aujourd'hui que c'était son principal objectif. Alors on aurait pu voir le coureur de l'équipe Bingol, hein, qui est présent dans cette échappée, peut-être lui contester les points, puisqu'il avait le leader de ce classement dans son équipe au sein du peloton. Mais ça n'a pas été le cas, probablement parce que ce coureur ne s'estimait pas capable de rivaliser avec Nicolaou. Je parle de Tom Wertgen, le luxembourgeois de cette équipe Bingol. Et puisque l'on parle de Nicolaou, vous vous souvenez peut-être qu'à l'issue de la première étape du Tour du Limousin, qui s'achevait à la Souterraine, dans la Creuse, eh bien, nous avions vu Nicolaou déjà échappé, et surtout, au soir de la première étape, il avait endossé le maillot de meilleur grimpeur, mais il l'avait perdu le lendemain. Meilleur grimpeur, il l'a été au terme du Tour de Norvège, hein, cette année. C'est sur des épreuves qui ne sont pas trop montagneuses, c'est un challenge qu'il peut relever. Un spécialiste. Exactement. Oula, attends, qu'est-ce qui se passe? Alpecin qui met en route. Derrière ça attaque. Bah L'équipe voilà. Alpecin qui met en route dans cette montée. Ouais, on est au sommet, hein, donc c'est pas vraiment dans la bosse. Effectivement, on a dû regarder sur le plan. Il doit y avoir une partie à découvert. Et on tente quelque chose. Ou même s'il n'y a pas de partie à découvert d'ailleurs, on tente d'accélérer dans le peloton. Allez, un mouvement collectif.
Ah là, c'est pas bon pour l'échappée par contre. Hein. Ah non, là, c'est plus bon du tout même. On rappelle, hein, le deuxième du classement général, Max de l'équipe Alpecin qui est là et qui veut tenter de mettre un peu en difficulté Valentin Madouas, ou du moins, si c'est pas Valentin Madouas, ce serait ses coéquipiers. Alors là, j'espère qu'il y a du vent ou quelque chose comme ça. Et ça casse, hein, regardez. Il a fait la cassure Clément Davy là. Oui. On a une quinzaine d'hommes qui vont sortir, à peine, avec que des coureurs de la formation Alpecin et 2 coureurs pour la formation. Il y a Genietz. Et c'est UAE qui fait les faire. Kevin Genietz, Valentin Madouas, c'est derrière, c'est UAE qui est obligé de boucher le trou. Après l'étape d'hier, on a, je le rappelle, 50 coureurs qui se tiennent dans une fourchette de 18 secondes. Et parmi ces 50 coureurs, vous avez cité Pax qui est à 3 secondes. Tous les autres sont à 8 secondes, enfin pas tous les autres, mais il y a 5 autres coureurs de l'équipe Alpecin qui sont classés parmi ces 56, même avec Bax, qui sont parmi ces 50 premiers avec au pire donc 8 secondes. Là, la relance, ça va faire mal. Ouais, 18 secondes, pardon, je dis 8 secondes, 18 secondes. Il faisait pas bon traîner en queue de paquet. Hein. On a vu tout à l'heure sur l'arrière peloton, il y avait Maxime Bouet, Alessandro Verret aussi de l'équipe Arkea Samsic, il y avait Schoenberger de l'équipe BNB Hotel. Regardez là-bas, c'est vraiment en train de casser. Hein. Donc, ça casse même. Sur ces petites routes là, il n'y a pas beaucoup de vent, mais comme c'est tortueux, technique, et ben tout simplement ça fait mal dans le peloton. Allez, et l'écart, moins d'une 30 désormais par rapport aux hommes de tête qu'on retrouve ici. En plus, Max, il a un problème. Bon, alors là, Maxime, là, c'était malheureusement pour lui vraiment pas le bon moment. Non. Il était 7e hier à l'arrivée de l'étape, Maxime Bouet. En plus, oui, ça montre qu'il était en bonne condition. Ouais, on l'a vu attaquer d'ailleurs. Ouais, bon petit coup de stress là, malheureusement pour Max là. Bon, maintenant, il faut prendre son mal en patience, hein, essayer de rester dans les voitures. Regardez, hein, ça continue. Alpecin qui continue d'insister. Évidemment, l'équipe du leader s'est pas fait surprendre puisqu'elle était en train de rouler à ce moment-là en tête. Donc Valentin Madouas, c'est la raison pour laquelle vous le voyez bien placé, puisqu'il était dans le sillage de ses échappées. L'équipe UAE non plus. Elle était aux avant-postes. L'un de ses coureurs participait à la poursuite derrière les échappées. Non, mais ça va se relever, je pense. Ouais, parce que là, c'est loin de l'arrivée, je sais pas. On est loin de l'arrivée, on voit que ça n'a pas vraiment cassé. Franchement, il n'y a pas beaucoup de vent. J'essaie de regarder sur la carte, mais ça me paraît compliqué, alors que c'est confirmé. Hein. Nicolas Hou a bien mis les 5 points, donc il est virtuel leader de ce classement du Grand Prix de la Montagne. Exactement, virtuel leader pour l'instant de ce classement et pour aujourd'hui, puisqu'il n'y aura plus d'autres côtes répertoriées au classement de la montagne. On tourne une page de publicité, on se retrouve juste après pour suivre cette étape qui semble partie sur de très bonnes bases. Dans cette deuxième étape du Tour du Luxembourg, nous entrons dans les 40 derniers kilomètres et le peloton enfin temporise. Je dis enfin car on s'est quitté tout à l'heure au moment où la formation Alpecin, on ne sait pas quelle bestiole les a piqués, mais ils ont décidé de se mettre à rouler comme des brutes. Et du coup, l'écart est retombé à moins de 30 secondes il y a quelques instants. Et puis finalement, ils se sont relevés. Ils ont essayé de tenter un coup de force, c'était audacieux, mais ça n'a pas été payé en retour. Qu'on reprenne l'antenne, on n'a pas vraiment compris, on se pose toujours la question pourquoi, quel but. Ils n'ont pas compris. Hein. Les échappés, ils ont perdu tout le bénéfice de leur échappée en l'espace de quelques minutes et ça les a contraints d'ailleurs à accélérer, Cédric. Bah là, ils vont accélérer. Je sais pas s'ils pouvaient accélérer parce que derrière, ça roulait vraiment très vite derrière dans le peloton. On avait quelques coureurs qui ont été mis en difficulté sur les traversées de ville notamment. On était vraiment en agglomération. Et là, en tout cas, on s'est pas désorganisé dans cette échappée. J'ai l'impression. Voilà, c'est la Groupama FDJ qui reprend tranquillement les rênes du peloton. On va reprendre un rythme de sénateur beaucoup moins rapide que le rythme qui était imposé par l'équipe Alpecin, mais on ne sait pas ce qu'il leur a pris à cette équipe. Moi je pense que ça peut être leur chance à l'échapper, parce que là clairement dans le peloton, regardez, maintenant tout le monde va se regarder, qui va reprendre la course en main, qui va rouler, tout le monde va avoir peur un peu d'Alpecin, et puis tout le monde s'est jaugé un petit peu sur cette grosse accélération qu'il y a eu. Donc ça peut être leur chance à l'échapper là, de repartir à 1 minute 30, 2 minutes d'avance, et puis après qui va rouler derrière, qui va être en capacité de pouvoir le faire. Honnêtement là il y a vraiment un coup à jouer là pour l'échapper. Après il y a des équipes comme Quickstep qui vont les rouler, je pense. Ils ne veulent pas passer la victoire. Pour l'instant on les a pas vus encore. Ouais, mais... Non mais en tout cas le temps que les équipes se rassemblent, que tout le monde fasse un peu le point, que tout le monde prenne la décision de rouler, d'ici là on peut tout
tout à fait voir l'échappée repartir avec pas mal d'avance. Alors que l'on aperçoit Maxime Bouet qui est rentré. Avec son coéquipier Verret, Alessandro Verret, mais Maxime Bouet avait été victime, on l'a vu tout à l'heure, d'un incident mécanique, une crevaison, et il a pu opérer la jonction alors que c'était précisément au moment où l'équipe alpécine accélérait. Ça n'a pas été forcément simple pour lui de revenir à l'arrière de ce peloton. Bon, il a peut-être moins forcé que ceux qui étaient à l'arrière du peloton, parce que lui il est rentré dans les voitures, entre guillemets. Lui de toute façon il avait plus qu'à attendre, il avait plus les cartes en main. Mais bon, voilà, le coup de feu est passé, Max est revenu. On rappelle qu'il est classé au général. C'était important. On est sûr qu'il a crevé, parce que vous savez, maintenant il faut vérifier, savoir si on a bien crevé ou pas vraiment crevé. J'espère changer la roue où il a changé, fallait. Vous voulez créer une polémique, je vois à quoi vous faites référence, mais je ne vais pas rentrer dans votre jeu. C'est un petit sarcasme. Allez, alors, non mais quand même, belle échappée, il y a un vrai coup à jouer. Vous y croyez, c'est vrai que l'écart de toute façon repart à la hausse maintenant, puisque je vous disais, on avait moins de 30 secondes, et à nouveau, on a plus de 50 secondes désormais. Et on a 8 coureurs devant. 8 coureurs, c'est peut-être le jour pour Bastien Tronchon d'aller chercher la victoire d'étape. Et oui, pourquoi pas. Et le maillot, puis, il y a également le maillot, puisque c'est vrai que c'est le coureur qui est bien placé au classement général. Les autres sont à plusieurs minutes. Lui, il est à 18 secondes de Valentin Madouas. Et puis, il y a un autre Français, et peut-être d'ailleurs le plus rapide dans cette échappée. C'est sûr même. Cyril Barth de l'équipe B&B Hotel KTM. Une équipe qui a besoin de victoires. Elle n'en a pas eu beaucoup cette année. Elle a eu quelques bons résultats. Des victoires, très peu en revanche. Et puis, dans cette échappée, Tom Wirdgen, le luxembourgeois de l'équipe Bingol. On l'a vu il y a un instant. Joël Nicolaou, le coureur espagnol de la formation Cara Rural, qui s'apprête à endosser le maillot de meilleur grimpeur à l'issue de cette étape puisqu'il a pris les points de la montagne. Asier Echeberria de l'équipe Euskaltel Euskadi, le Danois Morten Ulgaard pour la formation UNEX, James Fouché, le Néo-Zélandais de l'équipe Bolton, et enfin Justin Wolf, l'Allemand de l'équipe Léopard Pro Cycling. Voilà donc ces 8 coureurs échappés. C'est vrai que finalement le rythme a été plus régulier que ce à quoi nous avons assisté au sein du peloton il y a quelques minutes. On continue sur cette lancée. On sait que finalement la force de cette échappée, c'est avant tout son ombre. Allez, tends le bras. Et non mais je parle de l'autre. C'est un effort. Et voilà. Et vous avez vu le petit geste du coureur danois là, du NEX. Ulgaard. Allez, on tourne, on s'organise et on profite justement de ce moment de temporisation relative pour essayer de reprendre le large par rapport au peloton. 8 coureurs, 8 équipes différentes représentées, mais pour chacun, seule la victoire compte, la victoire d'étape aujourd'hui, avec, c'est vrai, un petit bonus pour Bastien Tronchon qui pourrait faire une bonne opération. Cela dit, s'il est dangereux au classement général, rappelez-vous ce qu'on disait sur le Tour de Grande-Bretagne. Les 2 premiers jours, à chaque fois, on avait un voire 2 coureurs qui étaient placés au classement général. Ça mettait la zizanie quand même dans le groupe. Est-ce que là, Bastien Tronchon n'est pas finalement celui qui peut condamner cette échappée? Parce que si l'équipe FDJ, Groupama FDJ, pardon, roule en tête du peloton sans chercher pour l'instant à reprendre l'échappée, elle ne laissera pas non plus l'écart augmenter à cause de cet écart. Effectivement, à cause de ce coureur dangereux. Pardon. Effectivement, on n'a pas soufflé là, du côté de l'équipe Groupama FDJ. On maintient l'écart sous la minute. Donc c'est sûr que le fait d'avoir Bastien Tronchon à l'avant, ça hypothèque grandement les chances de cette échappée, surtout maintenant qu'on est revenu à moins de la minute. On va pas laisser repartir cette échappée a priori pour la Groupama FDJ. Écoutez, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils y fassent? De toute façon, ils sont 8 devant. Maintenant, parce qu'on va peut-être assister à des mouvements de course à l'avant pour justement essayer d'éliminer Bastien Tronchon, parce qu'on veut s'en débarrasser pour justement pouvoir avoir une petite chance que cette échappée puisse être menée à bien. Mais de toute façon, là, l'intérêt pour l'équipe Groupama FDJ, déjà, c'est pas de revenir avant le dernier sprint intermédiaire, qui sera dans 5 km. Bientôt, ouais. À 30 km de l'arrivée, on a le dernier sprint intermédiaire qui attribue 3 à 2 et 1 seconde de bonification aux 3 premiers. Je pense pas pour l'intérêt de Valentin Madouas que ça soit groupé, parce que je pense qu'il y a des coureurs comme Trentin ou Sénéchal qui disputeraient ce sprint, qui
sont plus rapides que Valentin Madouas. Merci Patrick, le micro allumé c'est mieux. Non, mais je vous soufflais, c'était Ah, d'accord. pour vous, vous le disiez vous-même. Et donc du coup, donc voilà, c'est sûr que pour Groupama FDJ, c'est mieux que c'est échappé. Et encore voilà, cette petite minute d'avance, encore quelques kilomètres. Et peut-être que aller à 25 ou 25 après ce sprint, je pense qu'on décidera peut-être d'accélérer ou de tenter d'accélérer pour essayer de récupérer, d'aller chercher ces 8 coureurs de tête. Mais je pense aussi que d'autres formations, j'imagine franchement que l'équipe Arkea Samsic qu'on n'a pas encore vu. On sait que dans cette équipe, on a quand même un coureur qui fait figure d'outsider aujourd'hui avec Hugo Hofstetter. Une belle opportunité ici pour Hugo Hofstetter d'essayer d'aller chercher la victoire. Que personne n'a choisi comme favori aujourd'hui, hein, je tiens à le dire. Même pas Claire Bricogne, c'est vous dire quand même. Ah si, Claire Bricogne nous fait signe qu'elle, si on lui avait proposé, elle aurait opté pour Hofstetter. C'est un peu tard. Hein, trop tard, Claire. Oui, trop tard. Bon alors, on va quand même garder effectivement dans un coin de la tête que cette arrivée peut convenir aux coureurs sprinteurs qui ne passent pas forcément très bien les bosses. Je ne parle pas spécialement pour Hofstetter, mais par rapport au profil d'étape qu'on aura demain, qu'on avait hier sur ce Tour du Luxembourg qui est souvent quand même très vallonné. Aujourd'hui, c'est probablement la plus belle opportunité parce que le parcours propose moins de dénivelé que hier, demain ou même après le contre-la-montre lors de l'étape de samedi. Même s'il faudra se méfier de cette dernière bosse qu'on a à 5-6 km de l'arrivée là, qui présente 1 km à 6% de pente moyenne. Donc sur le papier, c'est pas forcément insurmontable hein, pour les sprinteurs, mais ça va dépendre à laquelle les coureurs vont la monter, hein, à quelle vitesse les coureurs vont la gravir. Si vous avez des coureurs comme Madouas ou comme d'autres coureurs qui attaquent. Le sommet est même à 4 km de l'arrivée. Hein. Alors vous voyez l'homme qui est là, Bingol de SAR 86 dans l'échappée, Tom Virgen. Eh bien lui justement, ce matin, au départ de l'étape, Théo Barbet-Duquil lui a posé la question sur justement les chances des uns et des autres à l'arrivée de cette étape. Écoutez sa réponse. Il n'a pas fait le même choix que nous visiblement. Aujourd'hui, c'est l'étape la moins difficile. C'est assez pour des sprinteurs, mais qui passent quand même un peu la dernière bosse. Pour moi, le grand favori, c'est Hugo Hofstetter de Arkea. Et je crois que c'est une belle arrivée pour lui. Et au niveau paysage luxembourgeois, à quoi on peut s'attendre aujourd'hui? Il y a un temps qui n'est pas au très beau fixe. Bah, c'est un peu comme Luxembourg, ça peut être soleil comme de la pluie. Mais on va passer... aller dans les paysages assez vallonnés aussi de nouveau, un peu, avec beaucoup de forêts, mais un peu moins joli qu'hier. Ah bah voilà, c'est dit. Un peu moins joli qu'hier, mais sur le plan sportif, ça c'est pas une question d'esthétique. Bon, lui, il a choisi son favori, Hofstetter, et pourtant, Hugo Hofstetter, évidemment, n'est pas dans l'équipe Bingol. On rappelle que Hugo Hofstetter est le sprinter de la formation Arkea Samsic. Ça vous surprend pas quand même? Non, mais c'est vrai qu'on aurait pu. On a toujours des scrupules. J'ai parfois l'impression de choisir un coureur français pour nos pronostics, comme si on allait un peu leur porter le mauvais. Vous avez choisi qui aujourd'hui? J'ai choisi le champion de national, non? Ouais, mais lui, voilà. Ouais. Et lui, voilà. Lui, il a déjà vaincu le signe à dire. Il n'y a pas de problème. Après, comment dire? Pour aller dans l'autre sens, au pronostic, on s'en réfère quand même à ce qui s'est passé hier. Oui. Hugo Hofstetter, il finit à plus de 7 minutes hein, hier. Après, clairement, je crois qu'il n'est pas encore vraiment remis. Il est tombé au Grand Prix de Fourmies ce week-end. Oui, et je pense qu'il a quand même quelques suites hein, de cette chute. En tout cas, c'est compliqué. Enfin, j'espère vraiment qu'il nous fera mentir. Hein. J'ai vraiment rien contre Hugo. Mais, surtout qu'on sait que cette équipe a besoin de prendre des points aussi. Voilà, il y a du monde à citer, je pense, avant lui pour essayer de l'emporter aujourd'hui. Allez, on discute en tête entre Nicolaou et Bastien Tronchon. On va arriver au sprint là, dans moins d'1 kilomètre. Le dernier sprint intermédiaire. Parlez peut-être de ça d'ailleurs. Entre ces deux hommes. Parce qu'en tout cas, il y en a au moins un sur les deux qui est concerné. Ouais, Nicolaou, on n'a pas été l'embêter pour le classement de la montagne. Je pense que c'est ce que Bastien Tronchon essaye peut-être de dire aussi aux autres. Vous n'êtes pas classé au général. Je compris, hein, je pense pas qu'on va lui disputer. En plus, j'ai l'impression qu'on s'entend vraiment bien dans cette échappée. Tout le monde passe, tout le monde prend ses relais avec implication. Ce serait vraiment dommage de se désunir au passage de ce sprint intermédiaire juste parce qu'on ne s'entend pas et qu'on veut aller disputer les bonifications à Bastien Tronchon.
On vous rappelle que Bastien Tronchon a déjà pris 6 secondes de bonification en cours de route lors d'un premier passage à Younglinster où a été donné le départ de cette deuxième étape, mais où le parcours repassé après avoir fait une première boucle. Et puis également devant la maison natale de Nicolas Frantz où les organisateurs avaient placé un sprint intermédiaire. Allez, je vous piège là, l'un et l'autre. Le rush, regardez, on passe devant le rush. Hein. Sébastien qui passe en tête devant. Voilà, là c'était filmé un petit peu, on s'attendait pas. Donc 9 secondes de prix aujourd'hui. Donc il revient à 9 secondes au classement général. Bon, il reste 4e. Donc il revient à 9 secondes de Valentin Madouas. Donc c'était quoi votre piège? Non, pas un piège, pas une question piège. Nicolas Frantz, la maison de Nicolas Frantz. Nicolas Frantz, ça vous parle? Ça vous dit quelque chose? Non. D'accord. C'est vieux, hein. Vous n'étiez pas... vu la photo sur votre ordinateur, ouais. Là, elle est en noir et blanc déjà la photo. Enfin, en même temps, des photos en noir et blanc, on en fait encore aujourd'hui, hein, c'est très joli. Ouais. Et là. Vainqueur de 2 Tours de France quand même. Ah, je suis désolé. Mais c'est bon. 1927, 1928. Vous n'étiez pas encore concerné par les choses. C'est une question pour Cyril, ça. Et encore, je ne sais même pas si Cyril aurait Ah bah il n'était pas né non plus. Ah, regardez, on passe sur la ligne, mais dans l'autre sens, messieurs. Non? Oui, c'est ça. Pas dans l'autre sens, en fait, ils arriveront plus loin. On a eu. Non, ils arriveront de. Plus loin, en fait. Ouais, bien sûr, ils vont pas tourner à gauche juste avant la ligne. Mais d'ailleurs, on a des infos. Hein. A priori, l'arrivée sera en faux plat descendant. Hein, donc ça va arriver très très vite. Effectivement, on est passé sur la ligne. Et nous, on va passer une page de publicité avant de retrouver effectivement le peloton, les échappés et un nouvel écart pour savoir si le regroupement est proche ou pas. A tout de suite. Les 25 derniers kilomètres de course avec un peloton secoué par l'équipe Groupama FDJ qui roule à la poursuite des échappés. Des échappés qui ne s'entendent plus. C'est officiel, vous le voyez ici avec Tom Wertgen qui vient de passer à l'attaque. Il est pour l'instant poursuivi par Morten Hulgaard, le coureur danois de l'équipe Uno X. Il faut savoir que dans ce groupe de tête, oui, on ne s'entend plus parce que déjà il y a un élément qui est gênant et cet élément on le connaît bien. C'est tout simplement le coureur de l'équipe AG2R Citroën, Bastien Tronchon, dangereux au classement général. Il est à 9 secondes désormais par le jeu des bonifications de Valentin Madouas, ce qui rend le pressing du peloton et de l'équipe Groupama FDJ important à la poursuite des hommes de tête. Alors on est venu lui parler. On lui a dit allez, relève-toi. Enfin, j'imagine que c'est un peu le type de propos qu'on s'est tenu. Et comme il ne veut pas se relever, eh bien, par conséquent, on a décidé une autre stratégie pour certains coureurs, celle qui consiste à attaquer, à essayer de recomposer cette échappée. Parce qu'on se dit que si on arrive à lâcher Bastien Tronchon ou à le convaincre de se relever, on a des grandes chances de se disputer la victoire pour cette échappée parce que, hormis Bastien Tronchon, tous les autres sont assez loin au classement général. Donc, Groupama FDJ mettra pas un pressing aussi important ou laissera plus de marge à cette échappée. Donc, pour aller peut-être se disputer la victoire. Donc voilà pourquoi on insiste dans l'échappée pour convaincre ou lâcher à la pédale Bastien Tronchon. Alors, si Bastien c'est en cours. C'est en cours. Oui, c'est en cours. Mais est-ce qu'il n'aurait pas été judicieux que de lui-même il se relève? Il a déjà pris 9 secondes de bonification. Il faut comprendre, il est jeune, il est gourmand. C'est pas facile. Faut quand même pas oublier que sur ce Tour du Luxembourg, il y a ce contre-la-montre le 4e jour. Et lui, le classement général, à la limite, je pense qu'il sait qu'il a perdu. Je pense qu'il pourra pas rivaliser avec les meilleurs. Donc il vise pas le classement général. Lui, il vise une étape. Alors malheureusement, il est classé au général. Mais hier, il y a pas mal de coureurs qui sont arrivés pas très loin. Une cinquantaine. Donc voilà, aujourd'hui il se retrouve devant et non, il a envie de jouer crânement sa chance pour l'étape. Et le classement général, en fait, lui, il a envie de s'en désintéresser. Sauf que c'est l'élément gênant pour mener à bien cette échappée. D'autant que c'est pas une équipe, mais 2 équipes qui roulent à la poursuite de l'homme de tête. C'est 2 coureurs plutôt, Patrick. Oui, un coureur de la formation AE et un coureur de la formation Groupama FDJ. Donc voilà, 2 coureurs face à 8 énervés. C'est compliqué. On voit que pour l'instant, on maintient. Ils sont bien énervés en plus. Devant, ils sont bien énervés. C'est bien Donc ils sont à 1 minute pour l'instant devant. Donc
Alors je sais pas si on gère dans le peloton, j'espère pour les intérêts des sprinteurs qu'on gère, qu'on n'est pas à fond. Mais voilà, il y a un coureur de la formation Quick-Step qui remonte, je pense qu'il va aller rouler. Ouais, allez, de Clerc. Ouais, Team de Clerc. Ah oui, s'il remonte là, c'est pas pour, passer à la télé. Autre chose. Effectivement, il va pas s'échapper, il va venir ajouter un homme parmi les coureurs désignés pour poursuivre les échappés, constatant que cette minute de retard sera peut-être difficile à combler. Tom Weirdgem ici à l'image, en compagnie de Morten Hulgaard. Désormais, cette échappée, en tout cas la tête de la course, est composée de ces 2 coureurs. Les autres coureurs, les 6 autres coureurs, sont intercalés entre ces 2-là et le peloton. On va peut-être les apercevoir. Hein. Et là, on voit bien effectivement que, à nouveau, à 2, l'entente est merveilleuse. Mais on n'est plus que 2, donc les relais reviennent souvent et évidemment on va vite s'épuiser. Il faut tenir comme ça pendant 20 km hein, pour avoir une chance d'aller chercher cette victoire d'étape. Donc on n'a pas d'informations sur l'avance qu'ont ces hommes sur leurs anciens compagnons d'échappée. Puis Vergan, il est chez lui, hein. On vous rappelle, le luxembourgeois. Oui, Tom Weirdgem évidemment est motivé. Regardez ici donc les hommes qui emmènent ce peloton. On aperçoit le maillot jaune de Valentin Madouas. Valentin Madouas qui envisageait pas spécialement aujourd'hui de perdre du terrain par rapport à un compatriote, par rapport à Bastien Tronchon. Au contraire, il avait d'autres ambitions ce matin au départ de l'étape. Écoutez ce qu'il disait. Écoutez ce qu'il disait à Théo Barbet-Duquil. C'était juste avant le départ. Il faut encore reprendre du temps pour être plus large au classement général. Après, la côte est assez courte, elle fait 1 km. Et ensuite, c'est une descente assez linéaire et on prend beaucoup de vitesse. Kevin Genietz habite justement à 200 mètres de l'arrivée. Il connaît bien le coin. Donc, je vais pouvoir être bien guidé pour pouvoir faire le meilleur placement possible pour pouvoir éviter déjà de prendre des cassures et pourquoi pas gagner un peu de temps. Ils sont malins dans cette équipe. Hier, ils étaient allés voir l'arrivée hors repérage. Aujourd'hui, ils habitent là où il y a l'arrivée. Ils habitent dans la ville d'arrivée. Ils ont un coureur qui habite à l'arrivée. Enfin, oh là là. Quand même, rien n'est laissé au hasard. Ça, c'est de la logistique. Bon, enfin, on verra. Hein. On verra quand même tout à l'heure. Cette côte dont parle Valentin Madouas, c'est une côte, effectivement, qui n'est pas répertoriée, mais qui est située vraiment dans le final, Christophe Riblon. Ouais, 1 km, 6,6 de pourcentage moyen. Et au sommet, il reste seulement 4 km. Et effectivement, Valentin nous l'a bien dit. Le final est tout en descente, tout faux plat descendant. Hein. Donc... un homme qui arrive à prendre même ne serait-ce qu'une dizaine de secondes dans cette ascension, ce sera quasiment impossible d'aller chercher. Donc voilà, à voir comment va se dérouler le final, à voir comment on va vraiment être sur le papier, parce que nous on a sur le papier, à voir sur le terrain comment ça va se dérouler cette ascension, si elle est vraiment si difficile que ça, s'il y a la possibilité de faire des différences, mais en tout cas le final aujourd'hui se prête aux attaques. Pendant l'interview qu'on avait de Valentin Madouas, à noter, on a rattrapé un Bastien Tronchon et un autre coureur de l'échappée initiale. Donc Bastien Tronchon ne figure plus dans l'échappée. On va se relever un petit peu du côté de la Groupama UDJ. En tout cas, c'est d'autres équipes qui... Voilà, alors d'ailleurs, devant, on s'est regroupé. 6 coureurs, on a perdu 2 coureurs. Et bah là, oui. Alors la Quick-Step, ils ont bien fait de mettre un homme à rouler et rapidement, parce que 6 coureurs devant, 1 minute, si la Groupama UDJ se désintéresse maintenant de la course, et ça pourrait être logique, attention quand même, quoi qu'après Valentin a aussi certainement, c'est ce qu'il nous disait, l'ambition de prendre du temps, peut-être de remporter l'étape, de prendre du temps, donc des bonifs à l'arrivée. Donc voilà, à voir les différents objectifs de chacun. Alors le coureur qui a disparu, James Fouché. Non. Si. Attendez, parce que là on les voit pas, je pense qu'il est derrière. Il nous annonce Fouché là, mais je pense que... Il est plus là, c'est le champion de... C'est Echevarria qui a disparu. Azir Echevarria de l'équipe Euskaltel. James Fouché, il est toujours là, le champion de Nouvelle-Zélande. On a mis un autre homme aussi pour la formation UAE, on a changé de cheval pour rouler en tête de course. C'est plus le même. C'est plus le petit gabarit de cette équipe qui était Ardilla. Là, on est, je pense, plus avec un Kluckers ou Sutter. En tout cas, c'est toujours Clément Davy pour la Groupama UDJ. Et là, il y a du monde de l'équipe Arkea au fond de la classe. Ça fait un moment déjà que je vois Hugo Hofstetter à l'arrière du peloton. Il m'a pas l'air aujourd'hui en grande forme aussi, visuellement. En tout cas, on a l'impression que
c'est loin d'être facile pour lui. Et c'est efficace hein, quand même à 6 là. On voit ici Cyril Barth qui demande à James Fouché de prendre le relais, ce qu'il fait sans rechigner. James Fouché c'est pas très néo-zélandais quand même. Fouché, ça fait plutôt penser à André Fouché. André Fouché, hein, quand même, qui est ce fameux coureur des années 60 qui habite dans la Mayenne. Et qui a fort tempérament. Il a fait du cyclocross aussi, d'ailleurs, je le dis pour Claire Bricogne, au moins 3 top 10 au championnat du monde. Allez, vous avez vu s'afficher également un rendez-vous qu'on vous fixe dans quelques minutes, parce que Claire, on fera un petit tour du côté effectivement de notre collègue, mais ce sera pour repartir très rapidement sur le Tour de Toscane. Un Tour de Toscane qui se déroule actuellement et où on retrouvera un certain nombre de coureurs comme Guillaume Martin, comme Egan Bernal et d'autres bien sûr. Ça va être très intéressant. Vous en voulez d'autres des favoris? On a vu Jenny Moscon, mais on aura aussi Juan Esteban Chavez, Dan Felipe Martinez, Alex Aramburu qui a récemment gagné le Tour du Limousin, Marc Hirschi, le champion d'Italie, Filippo Zaina, Mathieu Burgodeau pour Total Energy. Bref, un bon petit plateau quand même. Et une course qui se déroule en Italie. Il va y avoir pas mal de courses des semi-classiques comme on les appelle. Exactement, en Italie. Donc liste de préparation là aussi pour ceux qui veulent peut-être affiner leurs conditions en vue du championnat du monde. Dans un mois, hein, on sera sur le Tour de Lombardie, la dernière course italienne importante. Également, le dernier monument. On a dit 43 secondes de différence. Là, ouais. On a perdu du temps. Toujours 3 coureurs seulement qui roulent en tête de peloton, un coureur UAE, un coureur Quick-Step et un coureur Groupama FDJ. Alors même si on a renouvelé les effectifs en tête du peloton, on reste quand même à 3 contre 6. Hein. Oui. Donc voilà, c'est pas évident. Est-ce que chez Trek, on va venir placer un homme également pour... pour qui? Pour rouler. Bah oui, c'est ça, c'est qu'on n'a pas vraiment de sprinter hein, chez Trek Segafredo. Ouais. On est venu avec Mathias Skelmoz, qui peut être considéré comme un favori pour le classement général. Complètement. On a Giulio Ciccone qui fait sa rentrée. Il n'a plus couru depuis le Tour de France. Mais on n'a pas de sprinter dans cette formation. Peut-être venir, c'est l'équipe Alpecin qu'on a vu tout à l'heure créer du mouvement avec notamment Sbaragli qui va assez vite au sprint. Et puis l'équipe Arkea, hein, Arkea Samsic, à voir comment est Hugo Hofstetter. Mon impression visuelle n'était pas bonne, mais je peux tout à fait me tromper. Et chez AG2R Citroën, qui va jouer le sprinter? Dorian Godon, c'est difficile. On va peut-être l'écouter justement, puisque ce matin, eh bien, Théo Barbet-Duquil l'a rencontré. Qu'est-ce qu'il dit lui justement de cette arrivée d'étape? Vraiment l'étape de sprint aujourd'hui. Après, il y a comme une bosse un peu finale, un peu dure. Faudrait être à l'avant et passer la descente en tête et après on évite à l'arrivée. Donc ça va être quand même un final quand même assez punchy pour sprinter, mais pas n'importe quel sprinter non plus. Dans votre collectif, Andrea Vendrame n'est pas là, Marc Sarro n'est pas là non plus. C'est vous le sprinter aujourd'hui? C'est ça, je vais essayer de faire le sprint du mieux possible, aller décrocher une victoire cette semaine pour l'équipe et voilà, on va être offensif aussi. Une victoire qui serait son premier succès de la saison, Dorian Godon, qui n'a plus gagné depuis le Tour du Doubs l'année dernière. Non, c'est bien ça, oui, il me semble. Pareil Camembert également, qu'il avait remporté l'année dernière. Et rappelez-vous, les boucles de la Mayenne qu'il avait bien failli remporter l'an passé. Tour du Limousin qu'il a fait remporter. Qu'est-ce que je dis? Malade le dernier jour. Limousin. Mais le dernier jour, il était malade et il avait été distancé. Il avait lâché à 3 km de l'arrivée. Ouais. Allez, on insiste encore pour ces 6 coureurs, mais on sent que le peloton se rapproche grandement là quand même, dangereusement. Il n'y a plus de voitures intercalées entre l'échappée et le peloton. On a fait doubler les véhicules. C'est-à-dire qu'il y a moins de 30 secondes ou moins d'avance pour ces coureurs si on fait doubler les voitures neutres notamment. Et sur la vue d'hélicoptère du peloton, sur l'image précédente, on voyait l'équipe Arkea Samsic bien regroupée qui est en train de remonter dans les premières positions du peloton. Donc finalement, peut-être pour Hugo Hofstetter, on était un peu loin pour vraiment identifier les coureurs. Mais voilà, on est en train de se regrouper, de se repositionner. Regardez, on les voit là, sur la gauche là, du peloton. Et effectivement, non, il n'y a plus 30 secondes là pour les hommes de tête. C'est en train de rentrer très vite. Voilà, l'équipe Arkea Samsic qu'on voit sur la droite là de l'écran. On aperçoit l'équipe Cofidis aussi qui est en train de venir placer Benjamin Thomas.
Pourquoi pas une attaque de Benjamin Thomas dans le final aussi? Pourrait, hein. On a bien compris en tout cas que ça pouvait se jouer de cette façon, hein, c'est-à-dire en essayant de surprendre les sprinteurs grâce à cette côte dans le final. Et regardez l'équipe Quick Step au centre de l'écran. Alors là, il y a un coureur de UAE qui est juste devant, mais ils sont là. Est-ce qu'on fait le sprint pour Florian Sénéchal ou pour Davide Ballerini? Florian Sénéchal, on le voit avec son maillot de champion de France. Écoutez d'ailleurs ce qu'il disait ce matin au micro de Théo Barbet-Duquil. Oui, bien entendu, une frustration. Après, je savais que Valentin était très fort. Et voilà, moi j'ai bouché une cassure avec Trentin. Et quand on a rebouché la cassure, Valentin est parti en costaud. Et voilà, je savais qu'il était fort et c'était une arrivée pour lui. Et la frustration, c'est que voilà, nous, après, sur le dernier kilomètre, ça n'a pas vraiment roulé. Il manquait de coéquipier pour boucher la cassure. Sinon, j'aurais pu jouer la gagne avec Matteo Trentin. Donc voilà, aujourd'hui, on va essayer de refaire le même et mieux. Mieux dans les 2 derniers kilomètres. C'est un peu moins dur, donc ça peut plus nous sourire. Voilà, c'est bien résumé. C'est un peu moins dur qu'hier, donc Valentin Madouas, il arrivera peut-être pas quand même, lui ou d'autres, à faire ce qu'il a réussi si admirablement hier. Aujourd'hui, ce sera plus compliqué. Pour Valentin? Oui. Ah oui, déjà la différence. Le profil, bien sûr. Le profil est moins difficile qu'hier, hein, ça c'est sûr. Donc ça va être plus compliqué. Et puis on sait maintenant qu'il est en grande condition, même si au départ de la première étape hier, on se doutait qu'il était en forme. Hier, il a confirmé qu'il était vraiment en très bonne condition. Donc voilà, on va le surveiller encore un peu plus. Mais après, quand t'es costaud, t'as beau être surveillé hein, à la pédale, quand tu t'en vas, même si on te surveille, il part. Hein. Alors on a Ballerini devant Sénéchal, hein, et a priori ça devrait être comme ça, peut-on penser, lorsque l'on va arriver aux abords de cette fin d'étape. Ça ne veut pas forcément dire grand-chose des fois, pour l'instant. Alors qu'on tente de relancer avec James Fouché, qui relance un peu l'allure là dans l'échappée, alors que ça se relève pour certains coureurs. Après, ce qui peut compter aussi hein, dans savoir pour qui on va faire le sprint dans l'équipe Quick-Step, c'est que Ballerini est à 4 minutes, alors que Florent Sénéchal, lui, est à seulement 18 secondes. Donc il y a aussi des bonifications à aller chercher. Et puis Florent Sénéchal, lui, va vite hein, au contre-la-montre. Oui. Donc il y a aussi une grosse carte à jeu pour le général. Donc moi je mettrais Sénéchal. Moi je pense qu'on doit rouler pour Sénéchal aujourd'hui. Ouais. Attention, virage serré sur la gauche, à 12 km 500 de l'arrivée. Et une relance qui va être vigoureuse, surtout pour les coureurs qui virent parmi les derniers. Oh, c'est pas un gros peloton qu'on a quand même sur le Tour de Luxembourg, donc ça va. 115 coureurs au départ. Et seulement 13 secondes d'avance pour les 6 coureurs de tête. Cyril Barth est donc le dernier Français encore présent aux avant-postes, avec le Luxembourgeois Tom Wirtgen, avec l'Espagnol Joël Nicolaou, le Danois Morten Hulgaard, le Néo-Zélandais James Fouché et l'Allemand Justin Wolf. Il faudra mettre toute l'énergie pour revenir sur ces hommes, mais ça va, hein, ça va. 15 secondes à plus de 10 km de l'arrivée. On est sur de bonnes bases évidemment pour opérer la jonction et on ne va pas se presser de le faire. On va essayer de justement progressivement revenir sur ces 6 coureurs de tête que les hommes du peloton peuvent apercevoir. L'équipe de Koenig, l'équipe Quick Step Alpha Vinyl s'est mis vraiment en position là, alors que là, Clément David qui a fait travailler qui est à l'arrière du peloton. Ça fait 2 jours qu'il roule beaucoup, le coureur de la Groupama là. 2 grosses journées pour lui. Et on a vu l'équipe Sport Vlaanderen Baloise aussi venir frotter là avec les Quick Step là, juste à l'avant du peloton sur la gauche de la route. Et là-bas on a aperçu l'échappée. Hein. Ils viennent de tourner à droite là, donc on est vraiment tout proche. Et voici les coureurs échappés avec Morten Hulgaard en première position qui se retourne surtout pour voir où se situe le peloton. Ce coureur qui l'année dernière avait pris la 3e place du Tour du Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine. Ah oui, donc c'est un très bon rouleur, ça veut dire. C'est un bon rouleur effectivement, puisqu'il était devancé par Connor Swift et Bruno Ramirail.
Et vous dites ça parce qu'il y a un contre-la-montre qui est disputé sur... Le Poitou-Charentes, c'est souvent le contre-la-montre hein, qui dicte un peu le classement général. Bulgarde avait pris la 5e place de ce contre-la-montre. Mais il n'est pas dangereux, il n'est pas placé au classement général puisqu'il fait partie des coureurs qui ont perdu du temps dès la première étape hier. Heureusement qu'il n'y a pas de vent. J'allais le dire, heureusement qu'il n'y a pas de vent parce que là, comment c'est découvert là. Heureusement, dommage. On dirait la Picardie, non? Oh. Il y a moins d'arbres en Picardie sur le bord des routes. Ouais, heureusement ou dommage, oui, ça dépend, Patrick. Ah oui, dis donc, Patrick. Dommage pour nous qui sommes dans le fauteuil, mais. Bah oui. Non, après, les coureurs, on sait qu'il y en a qui aiment bien, bien sûr, utiliser le vent comme allié. On a vu Alpecin tout à l'heure tenter un coup de force un peu audacieux. Ouais. Il y aurait eu un peu plus de vent, on aurait mieux compris et surtout, ça aurait fait plus de dégâts. Ah bah, c'est évident. Et là maintenant on n'a plus beaucoup besoin de... En fait on roule en tête du peloton mais on cherche surtout à maintenir ses positions parce que vous le voyez toutes les équipes se replacent et ça suffit naturellement à maintenir un tempo élevé dans le peloton. Les échappés ont compris que la fugue qu'ils ont entamée en début d'étape est désormais terminée. On le rappelle, hein, il y a cette montée d'1 kilomètre à... On sera au sommet de cette montée qui est non répertoriée à 5 km de l'arrivée environ. Donc on s'approche gentiment de cette montée. Oui, ce point un peu stratégique ouais, où l'on risque de voir des coureurs sortir du peloton, tenter effectivement de sortir. Bon, qu'on ait repris les échappées ou pas, ça ne changera rien. Hein. Quand je dis l'échappée est terminée, on sait qu'elle va être rattrapée dans quelques instants, mais là c'est le peloton qui joue avec les échappées en quelque sorte. C'est l'équipe UAE hein, qui est désormais en tête. La formation Quick-Step s'est retirée alors qu'elle roulait auparavant. Ouais, tout le monde vient un petit peu chacun son tour se placer là. Bah là on va à 8 km 400, ouais, dans 3 km à peu près. Hein. On va être au pied de l'ascension. Cette dernière ascension qui n'est pas répertoriée. 1 km à plus de 6%. Ouais, 6,6% même hein, de moyenne. Sur des grandes routes comme ça, là, c'est pas avantageux pour les hommes de tête. On les a en point de mire pour le peloton. C'est pas facile. C'est dommage hein, quand même pour le Béarnais Cyril Barth, qui était dans cette échappée, qui était sûrement le plus rapide, qui n'était pas dangereux au classement, il était moins gênant que Bastien Tronchon tout à l'heure pour ses compagnons, et qui s'est maintenu d'ailleurs parmi les derniers rescapés, on le voit dans ce groupe de 3, et qui aurait pu obtenir un bon résultat. Il n'en a pas obtenu réellement cette saison, beaucoup. Bon, il avait fait 6e du Tour du Finistère. Il a disputé le Tour de France, mais Cyril Barth, il lui manque une victoire. Lui qui a débuté chez Euskadi et qui a rejoint la formation de Jérôme Pinault il y a 2 ans. Eh bien, ce ne sera pas pour cette fois-ci. Regroupement général. Les coureurs sont bien remontés aussi, les coureurs de la formation Arkea Samsic autour du Grosstetter. On a les coureurs de la formation aussi Trek Segafredo sur la gauche de l'écran. Ouais, on est bien regroupés depuis tout à l'heure là. On vous a dit que chez Trek Segafredo il n'y avait pas de sprinter, donc on risque de tenter quelque chose dans cette côte qui précède l'arrivée. Où on veut se placer hein.
On a Clément Berthet aussi, hein, qui est bien placé dans la roue d'un équipier, là, en plein centre, plein axe. Qui était dans le final, hein, rappelez-vous, en contre, derrière l'attaque de Valentin Madouas, et qui n'a pas pu opérer la jonction avec le coureur breton. Ça commence à grimper. Hein. On n'y est pas vraiment dans l'ascension encore, mais avant ça, on a des faux plats comme on les a là. Attention ici aux îlots directionnels, ouais. Ouh là 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 là, ouais. On n'aperçoit pas non plus, ou plus maintenant, dans les premières positions, le leader hein, de la course. Valentin Madouas n'est plus dans les toutes premières positions, il a dû reculer un petit peu. Attention, on fait signe encore, c'est que les coureurs ont vu quelque chose, il va y avoir un îlot. Allez, de l'autre côté maintenant. Or Luis Aolar qui est venu se replacer, le Colombien de la formation Cara Rural, qui est doté d'une belle pointe de vitesse. Et l'équipe UE qui continue toujours son travail. Ouais, l'équipe UE peut monter très vite, hein, cette bosse, je crois qu'on y est dans cette bosse. L'équipe de Matteo Trentin. Ouais. Matteo Trentin passe très bien les difficultés, donc si on monte vite... Ah, un petit problème d'image. Allez, on a une petite rupture de faisceau, tout est noir sur le plateau. Hop, j'étais pas prête non plus, mais tout va bien. On va vite retrouver le direct avec le Tour du Luxembourg, cette deuxième étape. Juste pour vous dire également qu'on a le Tour de Toscane cet après-midi à suivre, que la course est partie et qu'on va vite basculer dessus juste après cette deuxième étape du Tour du Luxembourg. On espère vite retrouver le faisceau pour voir cette arrivée, ce sprint final. Valentin Madouas pour l'instant toujours leader, donc ce Tour du Luxembourg. Vous voyez les images d'ailleurs de sa victoire d'hier où il était accueilli par Kevin Genietz. Voilà pour ce qu'on pouvait vous dire. Je crois que les images sont en train de revenir. Voilà, on est sauvés. À vous, Patrick. Sauvés, on va voir. Hein. on attendra la fin quand même hein, pour être sûr de... Alors regardez, Valentin Madouas, on le cherchait. Bien, il est là. Il est tout seul. Hein. Mais il n'a pas plus d'équipier autour de lui, effectivement. On a franchi cette bosse, hein, je pense. Ça y est déjà. Dorian Godon est juste devant lui. Il y a Franck Bonamour dans la roue de Valentin Madouas pour l'équipe BNB Hotel. Bah normalement non, hein. Normalement c'est à 4 km. Hein, oui, on va y arriver seulement. Ah pardon. Et regardez le rythme du peloton justement où chacun essaye de défendre un peu ses positions. Bon, la route est large. La route est très large, ouais. Donc c'est difficile d'empêcher des coureurs de venir se replacer sur une route aussi large. C'est même impossible. Pour l'équipe Arkea, c'est aussi qu'on est en train d'essayer de revenir. Ça attaque d'ailleurs, ça attaque. Et ouais, ça attaque. Un coureur de l'équipe Bingol. Et ça attaque. Dorian Godon aussi. Ouais, Dorian Godon là-bas sur la gauche qui y va. Alors que Valentin Madouas est bien placé mais n'y va pas lui pour l'instant. Il laisse faire. Aussi qui va y aller, je pense, à gauche, la regardez. Ouais. Le coureur de l'équipe BNB Hotel KTM. Pour l'instant, on laisse un peu faire. Hein. On veut se servir du travail de ses équipiers. Et derrière, ça réagit pour l'équipe Trek aussi. C'est ce qu'elle Mose. Ouais. Et regardez, Dorian Godon est bien sorti. Franck Bonamour qui a du mal à rentrer. On sait, hein, pour les coureurs qui ne sont pas rapides ou les équipes qui n'ont pas de sprinter, c'est la seule opportunité, à moins de 5 km, d'éviter un sprint massif. La question... Il est fort, Dorian Godon. Oui. Il est très fort. Il est en train de faire mal hein, au coureur de l'équipe Bingol. Le coureur de l'équipe Bingol, effectivement. Luc Virtgen. On a vu Tom tout à l'heure dans l'échappée. L'échappée à 8. Eh bien, c'est son frère, son jeune frère, Luc Virtgen, qui prend le relais. On a vu des coureurs qui est en train de ressortir encore dans le peloton là. Oh là là, Luc Virtgen là il est au supplice, mais ça y est, hein, il a explosé. Dorian est en train de le faire exploser. Franck Bonamour, il n'a pas pu rentrer, pareil, s'est écarté. Skelmose aussi. Derrière on a un coureur de l'équipe Sport Vlaanderen baloise, un coureur de l'équipe Burgos qui sont en train de rentrer. Et toujours l'équipe UAE hein, qui elle est bien restée groupée à l'avant du peloton. Ouais, Bonamour et Skelmose, on est revenu dans le peloton. On n'a pas réussi à rentrer sur Dorian Godon. Ça monte vite hein, quand même dans cette bosse. Alors ça va bientôt basculer hein, pour Dorian. Dorian attaque. Hein. Il aurait quand même intérêt à ce que les trois poursuivants reviennent sur lui. Ah non, en haut c'est que de la descente. Hein. Non, faut y aller. Hein. Il faut plus attendre là. De toute façon, il ne va pas attendre puisque les écarts sont évidemment beaucoup trop minces. Mais seul tenir en respect le peloton, ça va pas être facile.
Et derrière, ça a attaqué. C'est Benjamin Thomas derrière qui a attaqué pour l'équipe Cofidis. À nouveau avec Franck Bonamour, j'ai l'impression, dans sa roue. Ouais, avec un coureur aussi de l'Arkea Samsic, peut-être Kevin Vauclin. On a aperçu Valentin Madouas aussi qui est là en 4e position. Kevin Genietz, on retrouve les hommes forts de ce Tour du Luxembourg. Mais pas d'UAE, pas de quick step. Attention, si on se regarde là, pour Dorian, il faut insister un tout petit peu. Si on se regarde, ça peut peut-être le faire. Oui, parce qu'effectivement, Cédric, vous l'avez noté, les équipes qui visent le sprint, UAE, Quick Step, pour l'instant, elles sont en retrait. Donc, si jamais elles recollent, on recolle les morceaux dans ce peloton. Non, mais Dorian, là, il est en train de se faire reprendre. Ça va rentrer. Ça va très vite. Hein. Sur une très belle route, là, pour le final. Allez, 3 km encore à couvrir dans cette deuxième étape du Tour du Luxembourg. On entre dans Chifflange. Ah non, regardez, il n'est pas rentré, il n'est pas repris encore. Dorian. Et puis il a des sacrées qualités de rouleur dans Godon. Donc, ce qui est très fort, c'est qu'il ne s'est pas retourné quasiment. Il s'est concentré sur sa descente, sur son effort, sans trop se préoccuper, sachant qu'il n'a plus rien à perdre de toute façon maintenant. Et pour l'instant, effectivement, on ne parvient pas à revenir sur lui. Si derrière, on se regarde, ne serait-ce que pendant 10-15 secondes, je pense que c'est perdu. On n'ira pas chercher Dorian. Allez, le virage à droite. Et la fin est quand même assez scabreuse. Attention, quand on sera dans le dernier kilomètre. D'abord, on va avoir un virage sur la gauche avant. Regardez la relance qu'il fait là. Hey, il a repris encore du temps sur la relance. Ouais, regardez, il n'y a plus personne derrière. Attention, cette petite bosse là, où Kevin Genietz qui fait un gros effort derrière. Qu'est-ce qu'il est fort aussi, Kevin Genietz, il est très très fort. Hier, on l'a vu complètement faire exploser le peloton. C'est lui qui avait en quelque sorte effectivement placé sur orbite, ou permis en tout cas à son coéquipier Valentin Madouas de contrer une fois qu'il avait été repris. On a des coureurs de la formation Quick Step ici qui sont revenus. Qui est là. Valérie, j'ai l'impression. Pour l'équipe Quick Step. Regardez, on se regarde. Alors, ce serait mieux vu d'hélicoptère, c'est ce que j'allais dire. Ouais, ce sera compliqué derrière. Il y a l'équipe UAE. Regardez comment on est bien regroupé là autour de Matteo Trentin qui a encore 2 équipiers à 1,5 km de l'arrivée. Benjamin Thomas, le coureur de l'équipe Cofidis, là, placé dans la roue de Matteo Trentin. Allez, dommage. Et dans la roue de Benjamin Thomas, on a Orluis Aolar, le champion de Colombie. Ça remonte encore sur la droite là. Notamment Valentin Madouas. Ouais, il y a un coureur UAE qui est remonté. Et 4 coureurs pour 3 coureurs pour Matteo Trentin. Alors peloton groupé. On a Sénéchal qui est remonté aussi. Ouais, la flamme rouge ici, messieurs. L'équipe BNB Hotel aussi, je pense, pour Axel Laurence. On va faire le sprint pour Florian Sénéchal du côté de la formation Quick Step. Il est dans la route Trentin. Valentin Madouas dans la route Sénéchal. Et ça remonte encore sur la gauche. Oui, un équipier supplémentaire pour Florian Sénéchal. Enfin, un équipier pas supplémentaire, il n'y en avait pas, puisque lui s'est glissé dans la roue de Matteo Trentin. Attention à cette arrivée, on a vu que c'était compliqué. Regardez, il y a toujours ces petits îlots là sur la droite. Ouh, ça a failli tomber. Ça a frotté contre le trottoir pour le coureur d'Arkea. Hufstetter qui remonte aussi tout en bas de l'image, il est loin Hufstetter. Il est loin, il sera trop loin je pense pour faire le sprint. Et regardez, devant, on a fait la cassure. On a fait la cassure et c'est Matteo Trentin qui est sorti. Et du coup on est en train de faire l'effort. Apparemment c'est Ballerini qui est en train d'essayer de placer Florian Sénéchal, mais il n'a pas pu le faire dans les conditions idéales. Sénéchal va devoir combler. Florian Sénéchal qui va essayer de déborder Matteo Trentin. Il le fait Florian Sénéchal. Florian Sénéchal en tête, attention c'est pas fini avec Matteo Trentin. Finalement c'est Trentin qui s'impose dans ce sprint juste devant Florian Sénéchal. Matteo Trentin qui était le favori de Cédric Pinault et qui remporte cette étape. Alors je dois dire, j'ai fait une petite confusion parce que dans un premier temps il y avait un coureur de l'équipe Oliveira peut-être de l'équipe UAE, mais ce n'était pas Matteo Trentin, peut-être effectivement Rui Oliveira qui a devancé les sprinteurs. Il y a eu cette cassure, mais ça n'a pas suffi. C'était bien joué. Encore une arrivée un peu en courbe quand même. Non, une arrivée complètement tortueuse. Oui, arrivée quand même, allez, on va dire. Très scabreuse, incroyable. Un peu scabreuse. Je pense pas que Cyril Guimard nous démente devant son poste de télévision. Mais bon, on en voit de plus en plus. Et là, on est en train de débriefer. C'est peut-être lui d'ailleurs qui avait fait le premier effort. Rui Oliveira qui est le premier à féliciter. Et c'est là où on a été intelligent du côté de l'équipe UAE, c'est que Trentin a fait la cassure à Oliveira. Du coup, ça a obligé Florian Sénéchal à faire l'effort. Et d'ailleurs, c'est Florian Sénéchal qui ramène Matteo Trentin sur Oliveira. Et c'est certainement cet effort-là qui fait que sur le final,
Matteo Trentin est en capacité de pouvoir devancer Sénéchal sur la ligne. Ça ne doit pas jouer à grand chose. Il y a une roue. Mais malheureusement, ça c'est arrivé de trop vite de l'arrière pour Florian Sénéchal. Et bien voilà, quel succès, quel sprint surtout de l'équipe UAE et de Matteo Trentin qui remporte donc cette deuxième étape du Tour du Luxembourg. C'est sa première victoire, et sa première victoire depuis le Samin. Cette épreuve en Belgique disputée au mois de mars, le 1er mars, imaginez, il était dans l'attente d'un nouveau succès depuis le mois de mars. Matteo Trentin, dont le palmarès est très élogieux. On revoit ici au ralenti, c'est peut-être plus important d'abord de parler effectivement de cet effort de Rui Oliveira. Florian Sénéchal qui doit combler cet effort. Mais regardez juste derrière en 4e position, Matteo Trentin va faire l'extérieur. Et va remonter Florian Sénéchal tout en faisant l'extérieur pour aller s'imposer. Premier, Matteo Trentin. Deuxième, Florian Sénéchal. Troisième, Davide Ballerini. Quatrième, Axel Laurence à l'arrivée donc de cette étape à Chifflange. Merci Patrick, Christophe, Cédric, vous restez avec nous bien sûr déjà parce qu'on va se retrouver, aller avec nos envoyés spéciaux pour avoir des réactions du côté du Tour du Luxembourg. Vous voyez la victoire de Matteo Trentin face au champion de France Florian Sénéchal et aussi parce qu'on a le Tour de Toscane à suivre juste après avec une magnifique start list. Je vous rappelle que Wood, Chavez, Martin, Bernal sont notamment en lice. À tout de suite. Allez, de retour sur le plateau de Ça va frotter parce que Matteo Trentin est venu s'imposer sur la deuxième étape du Tour du Luxembourg, juste devant le champion de France Florian Sénéchal. Au sprint, il y avait Ballerini dans la roue de Florian Sénéchal. Florian qui a fait le sprint battu de pas grand-chose par Matteo Trentin. Matteo Trentin qui signe sa deuxième victoire de la saison après le Grand Prix Samin. C'était donc cet hiver, c'était au mois de mars dernier. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas gagné plus d'une fois par saison. Matteo Trentin, il fallait remonter à 2019 pour le voir gagner comme ça. Grand coureur, bien sûr, Matteo Trentin, avec de l'expérience puisqu'il a 33 ans et aussi déjà un énorme palmarès. On rappelle par exemple qu'il avait gagné une étape sur chacun des 3 grands tours, Tour de France, Tour d'Italie et Tour d'Espagne. Donc on peut peut-être retourner voir Patrick, Cédric et Christophe avec ces images. Qu'est-ce qu'on retient finalement, Christophe, de ce sprint? Je pense à Florian Sénéchal notamment. Est-ce que vous pensez, à votre avis, c'est quoi l'explication? Pourquoi est-ce que c'est lui qui a sprinté et pas Ballerini? Tout simplement parce que lui était classé au classement général et je pense qu'on veut jouer les bonifications, on veut jouer le classement général du côté de Florian Sénéchal qui est un coureur rapide au sprint, donc je trouve qu'intelligemment on fait sprinter Sénéchal. On voit le classement là, Patrick. Alors oui, effectivement, un classement de l'étape qui génère des bonifications pour les 3 premiers, 10 secondes pour Matteo Trentin, 6 secondes pour Florian Sénéchal et 4 secondes pour Davide Ballerini. Derrière Axel Laurence, deuxième du Grand Prix de Plouay, de la Bretagne classique. On retrouve Mathias Skelmoz qui était là également. Benjamin Thomas qui va chercher la 8e place pour l'équipe Cofidis et Victor Koretsky la 9e place pour la formation BNB Hotel KTM. Au classement général, je ne sais pas si on va pouvoir nous le montrer, Valentin Madouas conserve le maillot de leader. On voit ici dans le final qu'il était placé dans la roue immédiate de Matteo Trentin. On le voit avec son maillot jaune et Florian Sénéchal qui remontait sur le côté gauche. Mais alors on va revoir ça avec vous, Cédric Pinault, parce que là on a joué sur le plan tactique assez finement en ce qui concerne l'équipe UAE qui pouvait compter sur 2 coureurs rapides, Rui Oliveira et Matteo Trentin. Rui Oliveira dans un registre peut-être pas de pur sprinter, mais je dirais d'opportuniste au bon sens du terme, puisqu'il va se retrouver projeté à l'avant de la course. On est en train de relire le dernier kilomètre et vous voyez que ça frotte beaucoup derrière au-delà de la 10e place. C'est là que ça se passe. Regardez, Rui Oliveira lance le sprint, Matteo n'y va pas, ça fait une cassure tout de suite. Ballerini là se voit dans l'obligation de boucher le trou avec Sénéchal dans la roue. Il va pas y arriver pleinement d'ailleurs. Trentin prend la roue d'Oliveira, alors que non, on avait 2. C'était pas Ballerini dans la roue de Sénéchal là. Oui, c'est un autre coureur de la formation Quick-Step qui n'a pas pu combler cet écart. Et c'est finalement le champion de France qui doit faire le travail lui-même. C'est non seulement il doit
Il doit en fait déclencher son sprint suffisamment tôt pour combler cet écart, mais ensuite, évidemment, il n'a plus les ressources pour revenir pour déborder son adversaire, Matteo Trentin. Steinle qui n'a pas réussi à boucher le trou, et du coup, c'est Florian qui a sprinté et il s'est fait remonter dans le final pour, à part Trentin, malheureusement, pour la victoire d'étape. Est-ce que, messieurs, on peut peut-être revenir sur ce que représente Matteo Trentin, aussi ce que représente cette deuxième victoire de la saison pour Matteo Trentin, ce coureur qu'on connaît bien. J'ai rappelé pas l'essentiel de son palmarès, mais quelques grandes lignes notamment. Il a le point rageur, là notamment, parce que c'est vrai qu'il y a des saisons, on l'a vu énormément gagner. Déjà, il appartient à l'équipe la plus prolifique du peloton, il faut quand même le rappeler, puisque c'est la 43e victoire de la saison pour cette formation UAE, l'équipe de Tadej Pogačar, qui n'est pas présent ici. Il a gagné effectivement de nombreuses étapes sur les grands tours, une seule certes sur le Tour d'Italie, mais 3 sur le Tour de France et 4 sur le Tour d'Espagne. En France, on le connaît bien aussi parce qu'il a réussi à s'imposer à 2 reprises sur la classique Paris Tour. Voilà, ça situe le bonhomme qui a été également champion d'Europe. Champion d'Europe, donc c'était en 2018. Du monde aussi. Vice-champion du monde. Et oui, c'est vrai. En 2019, vice-champion du monde. Vous voyez sur notre image Florian Sénéchal qui est en direct et Théo est juste à côté de lui. À vous, Théo. Ouais, Florian, ce matin, vous nous parliez d'une petite frustration hier. J'imagine qu'elle est un petit peu plus importante aujourd'hui. Ouais, il y a eu un moment où Oliveira de UAE avait un peu d'avance, il y avait une petite cassure et on était à 300 mètres de la ligne. J'ai dû lancer, sinon voilà, je savais que j'avais Trentin dans la roue et dans ces moments-là, il ne faut pas hésiter. Donc j'ai pas hésité, j'avais les jambes et voilà, j'ai fait un sprint de 250 mètres. Voilà, il y avait 10 mètres de trop et Matteo m'a passé vraiment à la fin. Voilà, il a profité de l'aspiration, il a bien fait. C'est comme ça, ça s'est fait tactiquement, mais Matteo c'est aussi un super coureur qui est en forme pour le championnat du monde. Voilà, c'était la bataille entre nos 2 équipes. Et voilà, on a eu un moment, une perte d'inattention et il y a eu une cassure. Et voilà, c'est difficile à expliquer. Il faut bien encore regarder le final en vidéo pour voir où on a fait les erreurs. Quel était le schéma aujourd'hui? Pour moi, si c'était une arrivée au sprint. Et voilà, donc l'équipe a vraiment bien fait, elle a fait un super travail, elle m'a protégé. On n'est que 5. Mais voilà, il y a des coureurs qui peuvent travailler pour 2 dans cette équipe, donc ça fait des fois la différence. Christophe en plateau nous disait que peut-être vous étiez intéressé par les bonifications en vue d'un bon général aussi. Est-ce que c'est le cas? On va voir. Déjà demain. Et après le chrono aussi, il y a le chrono qui joue. On verra en fonction du chrono, c'est pas trop ma spécialité. Ma priorité c'est de gagner une étape. Aujourd'hui j'étais pas loin. Donc voilà, je vais continuer à donner le maximum. Merci Florian, bonne récupération. Et on voit encore le classement de l'étape, donc Florian Sénéchal qui vient faire 2. On la comprend, cette déception de Florian Sénéchal. On rappelle qu'il est sélectionné pour le championnat du monde. On rappelle qu'il est champion de France, vous le voyez avec ce maillot. Mais depuis le championnat de France, il tourne autour de la victoire alors qu'on voit Valentin Madouas sur le podium du classement général. Toujours en tête, on aura l'occasion d'en reparler pour Valentin Madouas qui est toujours pour l'instant donc en tête du Tour du Luxembourg. Messieurs, je parlais de ça, mais c'est vrai qu'il a fait plusieurs top 10 sur le Tour de France auquel il ne devait pas participer. Il a été sélectionné au dernier moment, plusieurs top 5 sur le Tour d'Allemagne également, 9e, 10e course derrière, et puis là 5e et 2e sur le Tour du Luxembourg. C'est pas très loin pour Florian à chaque fois. Oui, c'est pas très loin, c'est sûr. Après, voilà, il cherche à remporter un succès. Voilà, alors que là, je vais m'arrêter parce qu'on a du classement général, Patrick. Oui, rapidement le classement général avec Bax qui avait fait 2e de l'étape hier et qui reste donc à 7 secondes de Valentin Madouas. Non, il avait fait 3e hier ou 2e? Deuxième. Et Matteo Trentin, donc, qui vient se glisser en 3e position désormais par le jeu de ses bonifications devant Bastien Tronchon qui, on le sait, en cours de route a pris 9 secondes de bonification puisqu'il était dans l'échappée du jour. Florian Sénéchal est à 12 secondes désormais de Valentin Madouas. Et puis Matteo Trentin, vous le voyez, il n'a pas pris le maillot de leader de la course, mais il a pris le maillot de leader du classement par points.
Cédric. Oui, du coup, oui, on parlait de Florian Sénéchal et qui cherche un petit peu à lever les bras avec son beau maillot de champion de France. Il tourne autour. Je pense qu'il monte aussi en pression avant le championnat du monde. On sait que c'est un coureur qui aime bien les longues distances, qui aime bien les parcours accidentés. C'est un coureur de classique, mais qui a aussi une belle pointe de vitesse. Il l'a démontré à plusieurs reprises. Donc ouais, c'est un homme sur qui Thomas Voeckler pourra compter dans 3 semaines au mondial. Donc voilà, il est en forme. On va retourner voir Théo qui est sur le terrain parce que Dorian Godon également était en forme. Théo, on l'a vu attaquer. Ouais, je suis avec Didier Janel, donc le directeur sportif de cette formation AG2R Citroën Team. On pensait plutôt Dorian réservé pour le sprint. Finalement, on a tenté d'anticiper dans la bosse. Oui, je crois que nous, le sprint, on savait que face à Matteo Trentin, des gars qui vont plus vite que nous, il était important d'essayer quelque chose avant. Tout le monde avait un peu sa chance, donc Dorian, je pense qu'on peut anticiper, voir. Après, c'est clair que la route aurait été humide avec le dernier virage à 2 km comme on avait étudié, ça aurait été encore plus avantageux pour nous. Bon, on n'a rien à perdre à essayer, plutôt que de se mêler à un sprint ou rentrer dans les 3 premiers pour aller chercher 4 ou 6 secondes de bonification, c'était compliqué face à des garçons quand même qui sont bien plus rapides que nous. Donc voilà, on a tenté crânement notre chance et ça peut sourire des fois, hein, ça peut bien réussir. Clément hier, Dorian aujourd'hui, c'est un collectif assez hétérogène sur ce Tour du Luxembourg. Oui, avec une équipe jeune, hein, moyenne d'âge c'est 25 ans. Les jeunes sont envieux, ils attaquent, ils tentent des choses. Aujourd'hui, le maillot blanc hier, aujourd'hui Sébastien qui reprend le maillot blanc. Voilà, il passe la journée à l'avant, il prend 9 secondes de bonification, les 4e au général. Donc voilà, on crée notre course, nos ambitions et avec les jeunes, on avance de manière constructive. Merci beaucoup Didier. Oui, parfait Théo, cette interview au bon moment où on voit Bastien Tronchon sur le podium du meilleur jeune, donc pour ce classement des jeunes qu'on aperçoit en même temps. Donc Clément Berthet 2e et Bastien Tronchon en tête 4e du général parce qu'il a fait la course à la bonif. On continue à voir ces podiums en même temps qui défilent. Moi j'avais une question sur le sprint, Christophe, vous allez peut-être pouvoir nous éclairer. On a vu tout à l'heure ce sprint, c'est Ballerini qui est dans la roue de Sénéchal. Alors j'insiste, vous me dites oui, Sénéchal fait le sprint parce qu'il y a des bonifications. Mais alors pourquoi dans ce cas-là, Ballerini n'emmène pas Florian Sénéchal? Ça ne passe pas toujours comme on le souhaite. Tout simplement, je pense vraiment qu'aujourd'hui, on était là pour Sénéchal. On l'a vu à plusieurs reprises en dernière position du train de la Quick-Step. C'est juste que sur le final, on l'a vu, hein, c'était un peu chaotique et je pense tout simplement qu'on s'est perdu. Et c'est là où Steimle, s'il avait vraiment été, s'il avait pu faire l'effort pour aller chercher Oliveira, ça aurait vraiment bénéficié à Florian. Malheureusement, Steimle a un peu coincé. Ballerini était derrière Sénéchal, donc il n'a rien pu faire, il a fait que suivre. Voilà, c'est juste une erreur de placement sur le final. Alors on écoute Valentin Madouas, évidemment, Patrick. Bien sûr. Première journée réussie. L'objectif c'était de garder ce maillot et c'est chose faite. On a donné le maximum, l'équipe a fait un très gros boulot. Et maintenant on se concentre sur l'étape de demain qui s'annonce plus difficile encore. Pour les jours qui suivent, demain c'est une étape très très dure. Vous avez une forte équipe, donc c'est confiant pour la suite. Ouais, on a Kevin Genietz qui est très fort. Maintenant, il va falloir qu'on court juste tous ensemble. Et je pense qu'on va essayer de faire de belles choses demain. Ok, très bien, merci. Valentin Madouas qui a des ambitions sur ce Tour du Luxembourg. On l'a entendu par la voix également de David Han, tout à l'heure son entraîneur au sein de la Groupama FDJ. On va regarder peut-être le profil, messieurs, en même temps, Patrick, Christophe et Cédric, parce qu'en effet, ce sera plus difficile qu'aujourd'hui, demain, parce qu'en fait, il y a une succession de bosses dans le final, des bosses sympathiques. Ça faisait dire d'ailleurs, rappelez-vous hier à Christophe Riblot que c'était peut-être l'étape reine, cette étape du côté de Rossport en direction de Guy Kirch. Vous savez qu'on sillonne un petit peu le Grand-Duché du Luxembourg dans tous les sens, mais là c'est surtout la fin d'étape qui nous concerne et que vous pourrez suivre en direct. Christophe, cette fin d'étape, elle peut faire la décision avec l'enchaînement de ces deux côtes. Oui, tout à fait. En plus, on voit que c'est des ascensions qui sont quand même relativement longues, un peu plus de 2 km, des pourcentages qui sont intéressants. On a vu hier ce que sur le final, les ascensions comme celle-là ont pu faire la différence. Donc clairement, demain, il faudra faire très attention. On aura, je pense, c'est même sûr, hein, demain, on va avoir un peloton bien moins diminué, voire même, pourquoi pas, un homme en solitaire. En tout cas, demain, il va y avoir un final punchy, c'est sûr.
Avec toujours Valentin Madouas qui est en tête. Ma dernière question avant de basculer vers le Tour de Toscane, messieurs, c'est quels écarts on peut faire réellement? Vous m'avez dit en début de course que le chrono allait être décisif. Est-ce que là, on peut prendre assez de temps, par exemple, sur un Benjamin Thomas? Demain, je sais pas. J'en doute un petit peu. Non, honnêtement, demain, si on prend Valentin Madouas, qui lui a besoin de reprendre du temps, notamment par rapport à des coureurs comme Benjamin Thomas, demain, je vais dire que s'il arrive à reprendre une vingtaine de secondes, pour moi, c'est le maximum. Donc ce sera, de mon point de vue, trop court pour le contre-la-montre. Mais c'est pas grave, il reste une étape samedi aussi à faire. Le plus important pour un coureur comme Valentin Madouas, qui est moins rapide au contre-la-montre, c'est absolument demain d'essayer d'aller chercher le maximum de bonification, de prendre le maximum de temps aux autres. Après, c'est sûr que demain, il n'arrivera pas avec 1 minute 30 d'avance, mais au moins, toutes les secondes prises demain auront une importance. 13h50 demain pour continuer à suivre ce Tour du Luxembourg. Mais vous savez quoi? On est toujours plein de surprises sur le plateau de Ça va frotter et sur la chaîne L'Équipe. C'est pas terminé, en fait, le cyclisme cet après-midi, puisqu'on va partir vers l'Italie. Christophe, Cédric et Patrick, vous pouvez prendre un petit verre d'eau, vous reposer 2 minutes, mais vraiment 2 minutes simplement, parce qu'on a une belle course qui nous attend également en Toscane, avec une start list magnifique. Je le rappelle, Chavez, Woods, Martin, Lafay, Bernal, Villermoz, Burgodo, rien que ça, donc ils sont sur la ligne de départ. Matteo Trentin s'est imposé au Luxembourg, un Italien, donc ça nous donne l'occasion de basculer vers le Tour de Toscane. On va voir tout de suite le départ de cette course. D'ailleurs, ce sera également le cas demain pour une deuxième course italienne. En clair, on se régale sur ces après-midi. Restez avec nous, à tout de suite.